Bonjour, bonsoir à tous, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez du coup cette rediffusion sur la chaîne YouTube. C'est le live discussion comme il y a tous les jeudis. Comme à chaque fois, pour rejoindre le live discussion, il suffit simplement d'être sur le serveur Discord. Hein, le lien est en description, comme à chaque fois. Et de rejoindre ensuite quand il le faut. Et de rejoindre ensuite tout simplement la discussion, et vous n'êtes pas obligé, encore une fois je rappelle, vous n'êtes pas obligé de montrer votre visage, ce n'est pas une obligation. Donc voilà, comme d'habitude à chaque fois, merci à tous les tipeurs qui font les dons réguliers, donc toujours les mêmes. Donc là c'est Nathan, Red Devil et Tourin7. Merci à vous trois encore pour vos dons réguliers. Et pour ce soir, nous serons pour le début. Pour ce soir, pour le début, nous serons accompagnés d'Hermagor, comme à chaque fois. Ah putain, champion. Nous aurons Bors qui sera de retour avec nous, qui est caché en train de mettre sa caméra. John qui a l'air d'être qui soit présent aussi ce soir. Et voilà, il est là. Et moi j'ai... Le Bors, et nous aurons Diego qui sera présent aussi avec nous, notre fief et compagnon de la FDGN. Ouais, FDGN, non, je suis adhérent, mais au bureau on m'oublie, c'est pas grave. Ah bah voilà. On l'oublie, c'est très malin. Ah donc, oui, on avait dit que je viendrais la semaine dernière pour faire le truc, et j'ai eu un imprévu. Et du coup, je suis là cette semaine avec tout mon petit formulaire que je t'ai envoyé sur la législation des arbres en GN. Oui, j'ai commencé à le feuilleter un petit peu, et j'ai un de mes gars qui a commencé à le regarder aussi, et il continue à se rendre de trucs, c'est impressionnant. Ah j'ai bossé, ouais, le but du jeu étant d'informer les organisateurs de ce que ça implique de faire un check arm. Ouais. Parce que comme je l'ai, une vérification des armes en GN, d'accord, pour voir si elles sont bien safe pour tout le monde. Et en fait, le truc, c'est qu'à partir du moment où tu génères un check arm, eh bien, tu es responsable de ce que tu check, comme on l'expliquait la dernière fois. Donc, on a compilé un peu toute la législation, les puissances nominatives, les légales en France et en Europe. Enfin, j'ai compilé, et après, maintenant, il faut que je trouve des gens pour le mettre en page et l'illustrer. Ouais. Mais oui, c'est costaud. C'est quoi cette fête de con super moche? Tu peux pas faire un truc encore plus laid? Je t'emmerde, mon amour. Faut que je prenne le temps de me pencher dessus. On va essayer de faire un truc un peu plus joli. Et donc je racontais que j'avais une journée de merde dans le sens où j'ai dû faire 3 fois le tour de Nantes vu que le périph' est inondé pour accéder à un fournisseur pour la pyrotechnie, vu que mardi c'était carnaval à Poitiers et que je fais l'allumage pyrotechnique du bonhomme. Classe. Et j'en étais à ce point-là, donc perdu beaucoup de temps. Ensuite aller chercher Madame à Cholet qui a été hospitalisée suite à une fusion, la joie. Et à 4 km de Cholet, j'ai le pneu arrière qui éclate. Wouh! Alors, mais en combat gagnant. C'est pas pour faire de mauvaises blagues, mais c'était un peu la merde. Ah oui. Ah non, hein, on va pas revenir sur le sujet la semaine dernière. Non, faut changer. Moi, j'aurais des questions sur le GN, effectivement. Ouais. Je ne suis pas. Malheureusement, je n'en ai jamais fait de ma vie parce que ça n'existait pas là où j'habitais il y a très longtemps. Viens. Donc, je tenais à vous dire que j'avais mis un chapeau. Moi, j'ai une question, et je viens de me poser la question au moment où vous allez en parler. Ce qui serait intéressant, pas pour quelqu'un comme moi, d'où vient l'historicité du jeu de rôle grandeur nature? D'où ça vient? Oula, putain, l'histoire elle est dure, hein, parce que t'as plus ou moins une origine commune, un peu on va dire états-unienne, mais c'est un peu un truc qui a popé, je dirais un peu partout, mais moment à partir du moment où Donjons et Dragons est devenu populaire, quoi. Les premiers GN, c'est en gros des MJ qui décident de ne plus utiliser les dés pour les combats et qui se tapent à coups de manche à balai, frites de piscine pour stimuler les combats dans les JDR. Donc les jeux de rôle plus haut. Donc en fait, ça c'est vraiment une origine de base de comment on sort de la table de JDR. Outre le fait de faire du RP entre soi, ça je comprends. T'as aussi les gens qui se mettent en tenue autour des tables de JDR, et pour aller plus loin, ils commencent à, au lieu de lancer des dés, se foutre sur la gueule. Et à un moment, ils se disent, pourquoi ne pas complètement faire l'histoire? Et de là commencent les premiers GN. Les tout premiers GN, on en a dès la fin des années 60. Ils sont assez confidentiels. Et c'est beaucoup des GN avec des manches à balai recouverts de mousse, de frites de piscine,
pouvoir de tissu juste pour amortir les coups, pour pas se blesser. Ouais, parce que t'as pas d'industrie encore à l'époque. Il y a encore rien de tout ça, quoi. Non, t'as pas d'industrie. Et même quand tu regardes le GN américain, ils sont encore beaucoup sur la frite de piscine. Oui, j'ai vu beaucoup de vidéos comme ça où tu vois, juste ils organisent des espèces de grosses bastons, puis c'est des espèces de grosses armes en frites de piscine, des boucliers full mousse mais bien épais. Chaque pays et secteur a sa façon de voir le GN. Dans le sens, aux États-Unis, ils sont beaucoup plus sur le roleplay, l'immersion, c'est un JDR vraiment développé en GN. Au Québec, ils sont beaucoup plus sur l'immersion totale du joueur. La poutine. Le combat, les stocks, les stocks autorisés. Pas que Bicoline, t'as d'autres GN. Hein. En fait, oui, mais Bicoline étant le plus connu, c'est pour ça. Mon meilleur ami qui a vécu 6 ou 7 ans au Québec, qui a fait l'université de Chicoutimi, qui a été président de la JDR et de GN là-bas, qui a été jusqu'au doctorat là-bas, donc il est resté quand même pas mal d'années, m'expliquait que pour eux, en fait, quand tu es tout au nord du Canada, bah, en fait, les terrains coûtent pas cher. En gros, ton asso est propriétaire d'un terrain immense de plusieurs hectares avec de la forêt. Et puis, vers le Yukon, ces coins-là. Ouais, c'est ça, c'est tout au nord du Canada avant les grands froids. Et en fait, ça permet à des assos d'avoir leur propre terrain, d'y aller quand ils veulent. Et ça, c'est bien, parce que nous, on n'a pas ça. Est-ce qu'ils arrivent à intégrer les grizzlies et les ours bruns là-bas dans le jeu de rôle ou ça va? Parce que c'est assez chaud. Hein. On rappelle quand même que c'est une zone où la législation t'autorise à avoir une carabine sur place pour te défendre en cas d'agression. Donc, vous déguisez pas en dragon, les mecs, vous vous faire tirer dessus. Il y a quand même. Bon, après, je pense, j'ai pas plus de détails sur comment la gestion des prédateurs sur le local de ce qui se faisait. Mais voilà. Si vous voulez avoir un bon extrait de Bicoline, il y a un film qui s'appelle Wild Hunt. Je sais pas si vous connaissez. Moi, je connais le reportage des accros, perso, mais. Non, il y a un film qui a été tourné à Bicoline qui s'appelle Wild Hunt, qui est en gros un mec qui se fait larguer par sa copine, ses potes de JDR le ramènent à Bicoline. Sa meuf l'avait privé de Bicoline parce qu'elle trouvait ça trop geek, trop nerd. Et en fait, ça. Ouais, il y a un truc avec sa meuf, son ex, je sais pas quoi. Et en gros, elle va dans une autre faction de Bicoline, la meuf. Sauf que la faction, c'est limite une secte. Et quand il va essayer de la récupérer, les gars pètent un câble, récupèrent des piquets de tente et autres, te fabriquent des vraies armes et commencent à tuer des gens dans Bicoline. C'est trop drôle. Mais c'est dans les décors de Bicoline, c'est dans un univers GN. En fait, dans les deux grands films qu'on parle en GN, il y a King of Badassdom. Ouais. Ceux qui ne connaissent pas, vous voyez Tyler Linkage qui fait Tyrion Lannister. Ouais. Oui. Imagine-le en GNiste, possédé par un démon, avec des doubles épées, en train de taper tout le monde sur un champ de bataille. Ça va trop bien. Il est GNiste, il a avoué, il est rôliste GNiste sur son temps libre, il joue, il fait du JDR sur son temps libre. Putain, je savais même pas. C'est l'idée à Henri Cavill, pareil. Hein. Alors, je recommande fortement King of Badassdom parce que c'est à se pisser du début à la fin au niveau du ridicule. Tu peux le mettre dans channel idée vidéo ou live, un truc dans le genre, comme ça peut être un truc que je garde ça de côté, que comme ça on pourra limite regarder ça en live, ça pourrait être marrant. Après, est-ce que si tu le trouves sur un site de streaming officiel du genre les livreurs qui pendant un temps pensaient te livrer avec des drones ou le truc qui fait papam, est-ce que tu vas avoir l'autorisation de le faire? Techniquement, en fait, techniquement oui, si je le mets pas en ligne sur une plateforme, tu vois. D'accord. Par exemple, si on découvre le film, et genre le film, je pourrais le mettre en accessible sans problème sur la page Tipeee. Accessible uniquement en non répertorié, et il y a que les tipeurs qui auraient accès à la rediffusion. Je t'ai mis la bande-annonce, tu peux, je pense, mettre la bande-annonce, elle est libre d'accès si tu veux faire découvrir. Elle fait 2 minutes 40 et tu as tes jeux dedans si tu veux faire découvrir. Là maintenant, moi je me tout sur ta chaîne Twitch, Gaël, parce que j'étais juste sur le Discord. J'ai mis le lien dans ID vidéo. Et l'autre c'est Wild Hunt. Capture de fenêtre, il est là. Non, c'est pas celui-là. Est-ce que j'en ai un autre? Capture d'écran. Ah oui, du coup, oui. Alors, attends, on va faire ça. Hop. Hop. Alors, je vais nous réduire un petit peu. Hop, hop, hop. Voilà.
Hop. On va mettre ça ici. Hop. Le chat. On se calme. Tu calmes le chat. On va se fâcher. Et on va regarder ça. Alors, je vais couper la musique. Merde, vous avez disparu. Non, disparu. Voilà. Et je te mets The Wild Hunt, la bande annonce égale. Ok, bah on va regarder la bande annonce déjà sur Twitch. On va regarder ça. In a world within our world, they've created a world unlike Apparemment, c'est le compte Google de Cora. Oui, je sais pas pourquoi, j'ai ton compte Google à chaque fois. Et c'est parti. That looks terrible. My 3-year-old nephew could make a better map. He's got learning disabilities. You Shanghai me and dress me. Adventuring is exactly what there needs. Needs is not a word. Where we are, it is. Thou hast been recruited. C'est avant qu'il fasse Game of Thrones, lui, ça se sent. Hein. Ah oui, c'est ta jeunesse. Welcome. Et le mec là avec la mâchoire, j'ai déjà vu dans plein de films. Il est pas mal. Hein. Eric's about to level up to Grand Oui, Sorcerer. Ouais, pas lui. Il y a pas mal d'acteurs connus. Le mec en fauteuil Attendez, on roulant. parlera juste après, I'm in. Huzzah! but for these make-believe heroes, Guys, pentagrams? And we don't roll that way here, all right? This is the LARP, not the Wicker Man. We can Ah cosplay. tiens. something truly evil is taking their fantasy to a whole new reality. You just summoned a succubus from hell. Ah, lui. Sorry, Ah mais le Fuck. classique. time has come to earn our valor, people. Use the book to send that bitch back wherever she came from. I don't know how. I just picked a page at random earlier. Faut que je vois ce film Pick là. another page and hurry up. I covet only one thing: honor and victory. Wait, literally, that is two things. Tis that of the witch. I'm out of here. How awesome was that? An A+, motherfucker. Lightning bolt! Lightning bolt! Ouah. Ah, ça a l'air trop bien. Alors ça, pourquoi je suis... Ah d'accord, mais oui, mais ça a connecté sur ton compte... Ok, on va faire ça, paf. Ouais, Paf le chien. paf le chien. Ok, donc King of Badassdom. Ok. Et l'autre Ah ouais, là, c'est- et l'autre que tu as partagé, C'est Walden. c'est The C'est Wild un Hunt. peu- sans doute. Ok. La Ouais, montre c'est connectée un la peu plus plus puissante sérieux au jamais niveau de créée. l'horreur. Oh ta gueule, la pub. C'est vraiment beaucoup plus sérieux au niveau de l'horreur. Ok, C'est dans le monde, ça dégénère dans le monde du génie. ok. C'est pas un démon ni rien. Alors, petite blague sur King of Badassdom. Ouais, Un des personnages, pendant tout le truc, rêve de devenir level 23 en mage. ok. Et voilà, dans le délire de UGN, il veut devenir level 23. Avec ma compagne, on a trouvé une tenue de mage en velours dégueulasse. Dégueulasse. Et on l'a intitulée robe de mage level 23. Et dès que je dois faire un mage qui pourri, qui rêve de grandeur, je sors ça. C'est pourri, c'est génial. Et donc, Wilden, j'ai pas vu la tendance depuis longtemps. Donc je pourrais pas t'en Ok. dire plus. Je l'ai pas revu depuis longtemps. Je peux juste te dire que c'est un film d'horreur dans le monde du GN. Ok. Les gars pètent un câble. Et bah, mettons ça. King Argyle. quelqu'un qui a les gars, les cornes. Lead her to the beast. She's our Valkyrie. Her doom will spell our doom. Le décalage de la chaîne. Ouais. We will destroy the Conqueror! You are a coward worshipping a coward god. Scum! Fight's fucking over, okay? I hit you like 10 times. What are you talking
talking about? You hit me once. Game over, dude. You're fucking dead. Okay? When I got C'est bon, ça magical passe. cloak of C'est vraiment passe. ça, j'adore, c'est vraiment un géniste avec des trucs de non, c'est pas d'accord. just a Okay, coward. guys, come on, stay in character. Ok. What are you going for? C'est avec les mêmes acteurs, on dirait que c'est la même production. How's it related to my brother's stupid game? Oh non. Give me the strength. Show me the way. Evelyn, when she's up there. where's Ah she- oui, L'air Bicoline. vieux, celui-là. On reconnaît Bicoline. Un They 90. roleplay medieval prostitutes Un and peu they have début sex 2000 with plus. men who pay them in fake coins. Listen, it's only gonna get worse. Some guys plan a year in advance Bah for this attends, hein. event. They don't want someone bursting their bubble with modern Bah stuff. non, c'est il y a 16 ans, 2010. Lynn, wait, Lynn. I just want to talk Il to a you. un, il a un petit côté clerc. If it's not fun, Ah ouais, I'm ouais. leaving. Are you sure? Fuck this. C'est pas aussi. Ah non, pas du tout clair. Non. Ok, ah oui, ça part vraiment loin là. Ouais, des rôlistes qui ont pris trop à cœur leur jeu quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, j'ai réussi à coudre Gaëtan. Attends, excuse-moi, je sais pas, tu parles d'un truc qui n'a rien à voir avec ce qu'on raconte. Qu'est-ce que tu me fais, John? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je disais que j'ai réussi à coudre. D'accord. Donc, on parle d'autre chose, mais tu me parles de couture. Je comprends pas. Par rapport d'un cal pour le GN. D'accord. Est-ce que ça avait un rapport avec ce qu'on vient de faire, John? Oh, mais... C'était vraiment pour illustrer les deux types de GN, tu vois, nord-américains. Ouais. Alors, les je deux. pense qu'il y en a un qui est plus comique que l'autre, mais le Wild Hunt, il me tente. Franchement, il me tente parce qu'il a un peu tourné du genre. Il a un peu cette ambiance, tu vois, les mecs se prennent trop au sérieux et ça devient n'importe quoi. C'est ça. En fait, le sujet est traité et qu'est-ce qui se passe quand les gars cassent le quatrième mur Bonsoir les refous. et sortent de ce qu'on appelle la suspension de crédulité. Tu vois, en gros, le gars, il est dans son GN, mais il y reste. Même si pour lui, c'est devenu la vérité. Ouais. Et ben, Trop dedans, on quoi. a eu une accusation de ça en France lors des trucs qui s'est passé à Carpentras parce qu'ils sont accusés des génistes. Alors que c'était pas du tout eux à la base. Et De faire du sectarisme, un truc dans le genre? non, en fait, c'est parce que les mecs s'étaient amusés à déterrer des corps du cimetière de Carpentras et ils ont accusé au début les génistes et c'était l'époque où Ségolène Royal pointait du doigt tout ce qui était manga et ces trucs-là. Ah oui, les années 90 et avec la pendant grosse un long conne. moment, je me souviens que on se faisait pointer du doigt quand t'avais tes petits livres dont tu étais le héros. Et t'avais 8 ans, on te disait mais c'est un truc de... Ouais, Voilà. de sataniste, machin. Et quand tu regardes en France, on avait beaucoup d'envie de Maslarp champ de bataille. Ça a beaucoup diminué. Ouais. Maintenant, on est plus au profit du jeu de faction. Oui. Voire de jeu général de tout le GN. Mais en tout cas sur les gros opus, hein, sur les petits, t'arrives toujours à trouver une histoire un peu simple avec des complexités, des quêtes et compagnie. Mais en France, on essaie de se détacher de ce que je vois de plus en plus de tenir le joueur par la main. Mais c'est Oui, de faire en sorte que le joueur il se démerde un peu plus quoi. Ouais, en tout Non, cas, c'est ce qu'on essaie de faire sur Atendor. la plupart des coordinateurs généraux et organisateurs, de ce que je discute avec eux, veulent de moins en moins qu'on tienne le joueur par la main, ils veulent juste qu'on lance la chose et après on peut les surveiller s'ils vont trop loin, mais qu'on ait des façons un peu plus réelles de les ramener sur le chemin de la quête et pas dire envoyer un PNJ toutes les 10 minutes, il faut aller là. Ouais, c'est ce que moi c'est un truc que j'essaie de faire, que je veux qu'on essaie de mettre en place avec Atendor depuis le début, avec le côté de bah tu fais juste du RP pur et dur et tu te démerdes. Ce qui se passe dans le jeu, bah t'en es à l'initiative quoi qu'il se passe. Les PNJ, bah ils sont là juste pour créer des quêtes et créer un peu de jeu pour ceux qui se sentent un peu délaissés. Et puis après, bah ceux qui veulent faire full marave, ils font full marave, et ceux qui veulent pas, bah ils font d'autres types de jeux quoi. Mais c'est sûr que moi sur Atendor, je suis dans le parti pris de les joueurs se démerdent. Enfin, on se fait chier à faire des cahiers des charges tout ça pour essayer de guider les joueurs, avoir des costumes qui correspondent
à ce qu'on a comme, enfin à ce que j'ai comme vision plutôt Data Endor. Au niveau des factions, tout ça, de quoi on s'inspire, parce que bah, le principe Data Endor, c'est essayer de s'inspirer des bouquins, tout en incorporant. Salut Nathan, tout en incorporant un côté historique. Parce que bah, les livres du professeur sont basés sur l'histoire, donc quoi qu'il se passe. Bien que il y a certains choix que j'ai dû faire en termes des inspirations historiques de certaines factions, parce que avoir du matériel 6e siècle, 7e en GN, ça n'existe quasiment pas, à moins de faire de l'arconstite, et ça coûte cher, et les GNistes n'ont pas d'argent en général. Ouais, après l'avantage, alors, c'était chez Rivenzi que j'avais vu ça, un photographe qui faisait pas mal de photos de reconstruite et compagnie. Oui, c'est... je suis complètement d'accord. J'ai oublié son nom, d'accord avec son point de vue, où il disait j'aimerais bien faire du GN, j'adorerais aller faire des photos de GN, le problème est les textures des tenues. Ouais. En fait, la version Wish du tissu, même si t'as pas les moyens d'avoir un truc historique, t'essayes quand même d'avoir un tissu qui a un peu de poids, un peu de matière. Et c'est vrai que... Au moins du coton ou de la laine, quoi. Cette réflexion-là, tu vois, en GN, je l'ai dans le sens où... t'es censé jouer un mec en Égypte, tu vas avoir un coton. Le coton, c'est pas si cher que ça. Tu vas pas acheter un vieux satin brillant dégueulasse. Tu vas transpirer, ça va pas être agréable. Alors qu'un coton pas cher, bien cousu, ça marche. C'est pour ça qu'on fait un truc de vérif costume, nous. On demande, en fait, globalement, là, on demande avant aux joueurs de nous montrer un peu ce qu'ils ont comme idée de leur costume. Et après, nous, on voit derrière si, on leur dit, ouais, alors ça passe, ça passe pas. Et on essaie de les guider au maximum pour avoir un truc de base. Nous, rien que dans le livre de règles, on a carrément, dans le livre de règles, il y a carrément marqué on préfère largement que vous ayez un costume de base réalisé avec du détail plutôt qu'un truc ambitieux mais qui est pas fini, quoi. Et j'avais eu un joueur comme ça qui, au premier opus, qui voulait venir. Il voulait jouer elfe, il avait une perruque, il avait une wig dégueulasse, son costume ça puait la tenue qui était pas du vrai tissu, c'est des trucs achetés en farce à la trappe, et il avait des pièces d'armure qui étaient sympas, mais qui lui allaient pas, elles étaient pas à sa taille, elles le mettaient pas en valeur. En fait, globalement, tu te dis, ok, ça c'est un mec qui joue un elfe, mais tu vois pas un elfe. Alors, la différence, quoi, tu vois, entre jouer et le personnage, tu vois le personnage avant le joueur. Donc là, c'est l'inverse. Est-ce que je t'ai déjà raconté la légende de Lordaeron? Lordaeron. Tu vois Lordaeron, tu connais Lordaeron, l'elfe Lordaeron je crois que c'est dans WoW. Oui, Lordaeron, j'avais en tête le fanfic de mon pote Chris, mais sinon... Oui, voilà, mais bon, bref. Lordaeron étant le roi fondateur des elfes dans l'univers de WoW, si je me trompe pas, dans la culture... Blizzard. On a une année, ça date, c'était dans mes 4 ou 5 premières années de Pando, les années où t'as les gamers qui commencent à arriver en GN. Ouais. On a eu cette grosse vague de gamers. Oui. Il y a dû avoir un succès d'un truc à ce moment-là. Oui, voilà, et la règle de Kando, et venez comme vous êtes, on s'adaptera. Donc le mec prend sa place, prévient personne, il arrive au camp. Déjà il est au camp hors jeu parce qu'il a une tente Quechua et on lui dit c'est pas possible de se mettre dans le camp. Oui, bon. Donc ça il le comprend, il va dans le camp. Ouais. Premier jour de jeu, premier heure de jeu, il arrive au camp des elfes et bonjour, je suis Lordaeron, le roi des elfes, respectez-moi. Ah oui, le mec qui s'est dit je suis le roi tout de suite, alors qu'en fait non, ça a été validé par personne, quoi. T'as quand même 5 ans d'univers derrière. Ouais. Le gars insulte dans l'univers de Candoria. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les nains, les elfes, les orques, c'est ce qu'on appelle les primos. C'est les factions du continent de primos, Candoria. En fait, sont arrivés en premier en même temps et ont dû faire front uni contre les dragons pour survivre. Si je me souviens bien du lore. Donc en fait, ils ont dû se mettre en front commun. Et après, les autres races sont arrivées, etc. C'est la faction des primos. Ouais, et du coup, ils sont en alliance. Mais c'est l'univers qui veut ça. Et le gars, il commence à cracher sur les trucs et tout. On a toujours vécu, c'est normal que notre univers est comme ça. Il comprend pas, donc on est obligé de le prendre sur le côté, de lui expliquer. Le gars fait une crise parce que il s'est fait un cosplay de Lordaeron. Le cosplay est pas fou. Ouais. Le gars est très gentil, mais très gentil. Ah, t'es bien brave, quoi, comme on dit. Oui, voilà. Il aime bien au village depuis que le chien. Alors, ça tombe, il a continué le GN et c'est devenu un super joueur. Mais sa première expérience, effectivement,
peu compliqué, quoi. C'était un peu compliqué de faire comprendre aux joueurs que, bah oui, c'est pas parce que tu mets 3 mois de ta vie à faire une tenue dans des tissus qui a suivi du cosplay, même si ton costume n'est pas réussi, ça, on en tient par rigueur, hein, à partir du moment où tu te plies un peu à l'univers en place. mais voilà, c'est quand tu arrives sur un nouveau GN ou sur notamment des chroniques, ben, tu essaies de te poser un peu les documents, de savoir comment faire et compagnie. Ouais. Les autres problèmes que tu peux avoir sur les GN, c'est que tu arrives avec un groupe de potes expérimentés et eux partent et en fait, tu n'arrives pas à les suivre parce Ouais. qu'ils ont tellement des mécanismes de jeu que voilà. On recommande souvent de commencer PNJ, pas pour rien, parce qu'au moins tu vois un peu le GN, tu es guidé par les orgas. Ça te permet également, moi ce que j'explique aussi, c'est que ça te permet également de voir un peu toutes les factions. Oui. Donc même si tes potes sont dans une faction, ça tombe, la faction où tes potes sont, ça te plaira pas de jouer ce type de jeu. Par contre, en faisant le tour des factions, bah, tu vas rencontrer des gens qui vont t'inviter. Ça arrive souvent que des PNJ continuent dans une nouvelle faction l'année suivante parce que le personnage a été recruté et ils sont bien entendus avec les gens. Ça arrive souvent. Et l'autre truc, c'est que tu as déjà des tenues prêtées. Donc tu n'as pas besoin d'un gros investissement les premières années. Ouais. Tenues et armes sont prêtées en général par les orgas. Ouais, PNJ, c'est le meilleur truc à faire. Ça, c'est ce que je conseille le plus. Rien que pour Atandor, à chaque fois, quand quelqu'un débarque, il fait bah, je sais pas trop comment faire pour jouer, bah, soit tu fais joueur, t'essayes, voilà, parce que Atandor est assez aisé pour ça, parce que bah, tu débarques, t'as pas de règles, machin, enfin, juste tu joues et puis tu vois ce que ça donne là, ce que ça donne le jeu avec les autres, ou soit tu fais PNJ directement, puis c'est l'avantage qu'on a avec le terrain de l'Art Nation, c'est que comme du coup ils ont une grosse costumerie, les PNJ dorment sur place, ils ont la nourriture comprise, enfin t'es royal sur le terrain, et au moins bah nous c'est ce qu'on a conseillé, et rien qu'au deuxième opus on a beaucoup de joueurs qui ont testé PNJ, et qui après avoir fait PNJ, bah se sont dit tiens bah j'ai bien envie de faire du coup joueur par rapport au personnage PNJ que j'ai interprété. L'avantage de l'Art Nation par rapport au projet qu'avait Oz, c'est que le maire est pas contre eux. Voilà. Oz, on a eu le premier maire qui, avant les élections, était complètement pour le projet et a aidé. Et ensuite, le nouveau maire attendait juste le moindre prétexte pour charger la mule et le projet a fini par couler parce que tu prends une demande de mise en état, des trucs, et compagnie, même si on était en développement. Les investissements commençaient à être trop rapidement coûteux pour être en mise aux normes sans pouvoir faire tourner le site. Et plus des conflits internes, enfin bref, ça j'étais pas au bureau. J'ai vite fait suivi de loin l'histoire, c'est un beau bazar. Moi j'étais au craft et à l'aménagement du terrain, donc si tu veux j'étais le seul habilité à aller monter sur les toitures, réparer les tôles. Ouais. J'y ai passé du temps. Aménager. En plus le terrain avait du potentiel, c'est dommage. Oui, il y a du potentiel, il y a de l'eau courante partout. C'était de l'eau, c'était l'agriculteur qui a continué à être exploité. En fait, la ferme a été rachetée à un agriculteur, mais l'agriculteur est resté en SAS dessus pour faire de l'élevage bio, de bœuf bio. Puis à côté de ça, il faisait un peu du gardiennage. Oui, il faisait le gardiennage. Il a passé sa licence de purineur. Juste, on parle du truc parce que nous on connaît, mais peut-être faire un petit récapitulatif de ce qu'était le projet Oz. Le projet Oz était le premier projet de terrain entièrement privatif destiné au GN et à l'accueil des vendeurs nature. Avec un constat simple de départ, le GN, le principal problème, souvent, c'est la logistique et la mise en commun des endroits. Donc l'idée était d'avoir un PC PNJ, donc un endroit où on accueille les PNJ, une sorte de loge figurant en fait, équipé miroir, portant, cabine de changement. Et il y avait de la place. Et 120 mètres carrés pour le... Puis les PNJ, ils pouvaient dormir sur place, dans le bâtiment. Ça dépend des orgas. Ça dépend des orgas après, mais oui. Mais tu pouvais. Ensuite, tu avais le Fab Lab, donc un atelier de 120 mètres carrés équipé électroportatif, menuiserie et compagnie, métallerie. Et, tu pouvais fabriquer ce que tu voulais, quoi, en fonction de ce que tu avais besoin, quoi. Tu pouvais le prélouer à l'avance ou le demander dans ton forfait GN pour venir construire. Deux stocks de 120 mètres carrés, un entièrement réservé à un demi-stock, enfin la moitié d'un stock sur 2 étages puisqu'ils ont construit une mezzanine que Drakeris louait en permanent. Et ensuite 180 mètres carrés de stock dédié aux associations, donc avec des box où l'assaut pouvait louer pour stocker sur place.
À ça s'ajoute une taverne équipée. C'était Cuisine, cool feu, en plus la taverne. pas forcément aux normes, mais c'était en cours de réalisation. Ouais, Donc, mais n'empêche taverne. que elle était sympa, mine de rien. C'était. Dans les projets, t'avais un gîte qui allait arriver avec dortoir, PC orga, full équipé, ordinateur, imprimante et compagnie. Donc c'était dans les projets qui continuent. Il y avait un petit lac où tu pouvais pêcher. C'est optionnel, mais tu pouvais aller faire de la pêche dans le petit étang qui était à côté. C'est vrai. L'herbe était fauchée. L'agriculteur sur place gérait le purinage des compostages de toilettes sèches humains, qui étaient compostés, mis en cycle court avec le maraîcher à côté. Et le maraîcher faisait une réduction aux organes GN qui est acheté chez lui. Ça, En fait, on avait un cycle vraiment vertueux pour valoriser justement tout ce truc. Et à côté de ça, un réseau informatique. Même si peu d'organes savaient, on avait un réseau Wi-Fi disponible en interne qui envoyait sur les 4 bâtiments. Donc ça permettait, par contre, avec l'organe sa clé 4G, et du coup tu pouvais déployer un réseau internet, intranet et internet pour des besoins de post-apo ou autre, ça c'était dedans. Plus derrière la taverne, tu avais 400 mètres carrés de stockage de matières premières, de récupération de décors, de gros décors, de feuilles Il y avait d'écho. tellement de trucs en fond. Je me rappelle que j'avais visité un peu, je fais putain, on peut construire un château avec ce bordel. Bah, les portes de Dracarys, hein, il y avait ça, hein, les portes du dernier Dracarys, c'est 2 portes, 2 tours de 3 mètres par 3 mètres sur 4 de haut, avec la porte qui va avec et les palissades. Putain. Donc bah ça, moi, Oz, je l'ai connu avec Ishural en 2021. Ouais. J'étais orc à la base, il n'y a pas eu d'orc inscrit sur ce GN, du coup j'avais bifurqué orga PNJ avec ma femme. Mmh. Et je me souviens que le terrain était sympa. Ouais. On était peut-être pas forcément ultra nombreux, mais bon, on était plus d'une centaine quand même, il me semble, sur le terrain. Et je me souviens que le terrain me plaisait bien et j'étais en train de me dire putain, mais si un jour j'organise un GN, j'aurais bien voulu le faire là. Puis après, il y a Johan qui m'a fait découvrir du coup l'Arp Nation. Ouais. L'Arp Nation, donc ensuite, maintenant tu as Kando qui a son propre terrain également. Oui, c'est ce que j'ai appris. Mais ils ont rien en dur de base, ils font juste construire, ils font un peu comme Itodeas si j'ai bien compris, genre il faut que construire pour le temps du jeu. Alors oui et non. Non. En fait, en gros, le terrain de Kando, comme c'est sur le secteur Angers aussi, ils ont pas mal discuté avec ce qui s'est passé sur Oz, on a pas mal débriefé, pour justement pas avoir les mêmes erreurs. La ville principale va être construite, le terrain a été déclassé. Ok. Tout le reste reste en agricole, mais c'est un déclassement temporaire, c'est-à-dire que tous les terrains doivent être construits en hors-sol, sans fondation. Ok. Donc, soit c'est sur pilotis, façon grenier médiéval. Ouais. Donc tu mets 4 pierres et tu fais un trou, tu plantes ton poteau, puis tu peux le retirer quand il y a besoin. Hein. Ok. Tout à fait. En griffé, donc des griffes poteaux comme on connaît en palissade de GN, etc. Pardon, je commence à être malade. Donc ça c'est des contraintes, les murailles sont en autoportée. Beaucoup de choses sont en autoportée, donc c'est-à-dire que c'est le poids du bâtiment qui fait que ça tient. Au niveau eau, électricité, c'est en cours, ça dépend du bon vouloir des mairies et autres pour l'accès à tout ça. Donc il y a ça. Il y a l'Arp Nation, il y a eu entre deux le parc d'attractions rustique qui a ouvert aussi. Oui, mais eux c'est un terrain, c'est juste que pour leur truc de ce que j'ai compris. C'est ça. Eux c'est très différent encore, c'est dans le GN, mais c'est ils font des événements sur l'année, les gens louent, enfin c'est un village vacances quoi, mais dans le thème du GN quoi. Ouais, ils copient, c'est un concept américain, je crois qu'il est en Floride ce parc, où tu as un parc immersif comme ça, l'ARP, mais ils appellent l'ARP, mais qui est assez loin du GN. Rustic est beaucoup plus proche du GN que je sais plus le nom. Bah on a une partie des joueurs orc là pour Atendor qui sont sur Rustic, qui soit ils bossent ou soit alors ils vont régulièrement. Oui, moi on m'a dit d'aller bosser là-bas plusieurs fois parce que mon CV pourrait être intéressant. Je fais qui me débauche et c'est tout. C'est une tannée à les contacter. Je trouve que c'est en fait le truc, c'est qu'ils sont très peu accessibles au niveau professionnel. Ouais. C'est-à-dire que si tu veux les contacter pour des raisons pro, c'est compliqué. Si tu rates les coches d'embauche, tu n'as pas accès. D'accord.
de ce que je sais de Rustic, c'est que en gros, tu as des GNistes et des acteurs qui ont été recrutés et qui donnent les quêtes aux familles comme un PNJ. Faut prendre du maxillage. Oui, alors il y a une liste de médicaments que j'ai pas le droit de prendre. Ah. Donc de l'eau avec du citron, c'est bien ça. Déjà à l'eau. Des suppositoires effervescents. On a eu une époque en Bretagne. Et dans le nez. Et dans le nez. En Bretagne, on a eu un terrain aussi, c'était celui de Camp Dragon. Je connais pas. Camp Dragon, c'était un GN qui était organisé sur un terrain privé. Tout le temps, tous les ans, au même terrain. C'était vieux, je crois que ça existe plus. Ok. Camp Dragon, de souvenir, je crois que le tréant de Camp Dragon, on l'a récupéré, il est sur Bordeaux maintenant. Ouais. Enfin, tous les actifs ont été un peu dispersés à droite à gauche. Disons qu'actuellement, en termes de terrain de GN, il n'y en a vraiment que 2 attitrés, quoi, globalement, à ça. Kando, si on veut, et l'Art Nation, qui, pareil, est une entreprise qui, du coup, organise ça. Kando, le terrain attitré que pour Kando. Ok. Ils font plus de... Ils peuvent pas en faire d'autres. La mairie et la préfecture a dit si vous voulez, vous pouvez pas faire plus, sinon vous rentrez dans des conditions spéciales d'accueil. Ok. Et dans ce cas-là, au-dessus, je crois qu'ils sont limités à 4 par an, Kando. Ça tombe bien, ils en font déjà 3. Oui, il y en a un en réserve au cas où il veut faire un 4e événement. Ok. Maintenant, Chimérique a acquis un château aussi, côté du Mans. Ok. Qui va être pareil, louable pour IGN, un château en ruine. Ok. Je sais plus le nom du château, il faudra voir sur Chimérique. Il a fait un crowdfunding pour aider au financement de restauration. Je ne peux pas parler en son nom, donc je vous laisse aller voir. Ensuite, l'Art Nation. Alors oui, non, Camp Dragon, c'était un peu particulier parce que c'était un GN qui était une société qui faisait bosser des bénévoles, mais de façon bizarre. D'accord. De souvenirs. Ouais. C'est entre la société, c'était en gros entre le GN traditionnel et Chimérique. Ouais. C'est un montage un peu bizarre. Du genre, ils utilisaient des services civiques? Oui, je crois. Je sais pas. Ouais, donc, ouais. Alors, je veux pas faire de diffamation ni rien. Donc, s'il y a des infos, qu'il y a des gens qui ont des infos, n'hésitez pas dans le chat à Sur le service corriger. civique, moi je peux un peu renseigner puisque depuis peu je suis formateur auprès de tuteurs et de volontaires auprès du service civique. En fait, c'est un contrat qui est passé avec des jeunes de 16 à 25 ans. En fait, jusqu'à 30 ans avec dérogation. 30 ans si tu es en situation de handicap. Et en fait, ça permet à certaines personnes de leur mettre, par exemple, pour des jeunes qui sont en décrochage scolaire, ça leur permet d'avoir un petit pécule, enfin de bosser 8 mois et de les guider et de leur mettre en place un projet avec eux, un projet d'avenir. Par exemple, des gens qui sont en études de faire un peu de boulot où ils sont payés avec une somme. Donc il y a une partie de l'indemnité, puisque c'est une indemnité, on est sur des volontaires, pas des salariés. Une partie de l'indemnité est versée par l'État et il y a 100 € qui est versé par soit l'association, soit une collectivité territoriale, soit par une entreprise, mais à caractère à but non lucratif. Donc en fait, ils sont censés, sur un contrat de 6 à 10 mois, pour aller au plus il faut une dérogation. En fait ils sont volontaires pour ce truc là, et tu as tout un truc où ils ont des missions et ces choses là, donc c'est possible que ça soit des services civiques. C'était avant le service civique, hein. On est bien avant le Covid, là on est le service civique est apparu en 2010, il est apparu en 2010 avec la loi Veil. On devait être en 2011 et autres, et c'était pas encore très répandu le service civique à ce moment-là. Ça devait être de l'intérim ou je sais pas quoi. Ensuite, l'Art Nation, que j'ai juste suivi, qu'ils ont des bâtiments, du terrain. Ouais, l'Art Nation, l'Art Nation, c'est le terrain est à eux. Ouais. Ils habitent dessus. Merci, Jason habite dessus et avec d'autres gars qui sont avec lui sur le terrain. Ils ont l'auberge qui fait 150 mètres carrés. T'as la cuisine qui est accessible, c'est une cuisine moderne avec équipement moderne, tout ça, chambre froide, tout le bordel, avec deux toilettes dont un accès handicapé.
Et t'as une grosse cheminée, puis il y a jusqu'à 100 places assises dans la partie basse de l'auberge. T'as l'étage où il y a des chambres avec lit double ou lit simple, en mezzanine ou pas, et avec dans chaque chambre t'as une douche et toilette. Et généralement c'est plus souvent, après c'est en fonction de l'organisation de chacun, mais la plupart du temps c'est les orgas qui dorment là-haut, et ou les PNJ si besoin. Après dans l'auberge, d'après le bâtiment lui-même, t'as une espèce d'extension qui leur sert généralement de zone de stockage de bois, mais qui sert aussi en jeu. Moi ça sert plus sur Attendor, ça me sert plus de côté temple si on veut. Et après t'as 3 petites alcôves derrière encore qui sont d'anciens lieux où t'avais des vaches, peut-être des animaux qui étaient dedans, qui étaient des anciens corps de ferme et tout. Donc ça fait 3 alcôves. Ensuite t'as le bâtiment PNJ où t'as la costumerie. T'as ensuite toute la partie où les PNJ peuvent dormir jusqu'à 18 lits. Et ils ont l'électricité, tout ça. Et t'as une extension qu'ils ont rajoutée en 2021, il me semble qu'ils ont finalisé. Non, pas en 2022. Ils étaient déjà dessus, je crois, en 2022 et 2023 c'est encore là. Enfin bref, c'est leur magasin. Le magasin du terrain. T'as le bâtiment aussi qui est juste la demeure de ceux qui habitent sur le terrain, donc de Jason notamment. Donc ça c'est accessible à personne. T'as le bâtiment sanitaire en gros, où t'as 7 douches et 6 toilettes dans mon souvenir. Les douches avec leur propre ballon d'eau chaude, tout comme les ballons d'eau chaude aussi de l'auberge, ce qui fait que t'es jamais à court d'eau chaude d'ailleurs. Et les toilettes qui sont en fosses communes. Fosses communes. Oui, fausse commune. Fausse septique. Fausse septique, bien sûr, c'est fausse commune, c'est pas toi. C'est chier de chier sur des morts. Ah voilà. Donc fausse septique, pardon. Pareil, toilette comme à la maison. Puis t'as un point d'eau qui est accessible pour tout le monde sur le terrain. Et le dernier gros bâtiment qu'ils ont, c'est leur gros entrepôt. Où déjà sur la partie extérieure, ça fait 3 alcôves en fait, où ça peut te servir pour faire des pièces en jeu. Et t'as le gros entrepôt après l'intérieur où ils ont tout le matériel qu'ils ont sur le terrain, qu'ils utilisent déjà pour leur GN Alkenlore ou autre. Ils ont leur atelier pour faire leurs costumes, des réparations et tout. Et il y a possibilité de pouvoir laisser du matériel sur place s'il faut. Après, par contre, l'Art Nation, c'est une entreprise. Ils ont l'association et ils ont l'entreprise. Et l'entreprise, voilà, c'est eux, quoi, et qui gèrent le terrain. Et après, le terrain, il fait 8 hectares. 8 hectares, t'as vraiment les bâtiments en plein centre, en fait, du terrain. Et après, tout autour, ça fait plein de parcelles qui sont coupées avec les fours et tout ça. Du coup, t'as toujours l'impression que le terrain est plus grand que ce qu'il n'est. Et voilà. Et j'ai oublié un terrain de GN qui est pourtant assez atypique, qui est au nord de Paris, qui s'appelle les Mines du Roinin. Oui, connu celui-là. Celui-là, j'adorerais y jouer, moi. Ah, moi aussi. C'est une ancienne carrière transformée en champignonnière et ensuite rachetée par le truc. Alors, faut savoir que c'est leur deuxième mine. Hein. Au nord de Paris. Où ça? Vers dans l'ouest. Les Mines du Roinin, tu tapes les Mines du Roinin, tu trouveras. C'est vraiment genre, tu veux faire un GN, la Moria versus les Gobelins, tu peux littéralement le faire sous terre. Alors, je ferai le Seigneur. Les Mines du Roinin. Tu as une partie à peu près aménagée où il y a beaucoup de GN. Ça demande si c'est pas en travaux actuellement. Tu as 7 km de galerie, et ensuite tu as l'autre côté de la mine qui fait 21 km de galerie qui n'est pas utilisé pour les GN. Putain. Non. C'est énorme. Putain les gars, c'est à côté de chez moi. Bah ouais, profite. Ah, je te jure. Bah ouais, mais pour faire un an d'1m80. Alors, on s'en fout, j'ai joué au beat pendant des années, je fais 1m95, on s'en fout. Je fais la caution mignonitude sur le attends Gaël, je te rappelle que ça a commencé sur un tournage où tu faisais un Hobbit et tu t'appelais Sam Salas. Quoi? C'était dans un porno où tu faisais Sam Salas. Mais bien sûr, oui. Tout à fait. Ouais. Et t'avais un accent du sud. YouTube, oh oui, tu n'as pas entendu le mot Orno, voilà. C'est le Orno. Et donc pour continuer les tours des terrains, je sais qu'il y en a deux dans le sud. Il y en a 2 dans le sud qui sont peu connus. Même moi, je me souviens plus des noms. Mais comme on dit souvent, les GN du sud restent entre eux parce que c'est compliqué d'intégrer un GN du sud. Bah ouais, les GN du sud, j'en connais pas du tout. J'en connais pas du tout. Et la communauté géniste est très peu connue dans le sud. C'est pareil pour la communauté limite de reconstitution. La communauté de reconstitution historique, elle est très peu connue aussi dans le sud. Les génistes du sud, c'est fou ce qu'ils font en GN. J'ai un gros regret, c'est de ne pas avoir pu faire les feux de l'Agora. Ouais. Qui se passe en antiquité romaine, dans une villa romaine, dans un archéoparc. Oh putain. Et il doit y avoir des photos, tu tapes les feux de l'Agora GN, c'était fou.
Il y avait des pugilistes, il y avait tout le monde était en toge dans une villa avec les bains, avec tout. Ça avait l'air complètement fou. Les feux de quoi? Les feux de Les l'Agora. feux de l'Agora. Attends. J'aime les feux de l'Agora. Les feux... Merde. De l'Agora. GN. Feu de l'Agora, GN, est-ce que ça existe? Ah ouais. Ah oui. Ouais, Ah, certains ça qui avaient... t'aurait plu. Niveau reconcile, je pense que ça t'aurait plu. Ah bah oui, bah forcément, si t'as des génistes qui mêlent le côté histo en plus. Bon, alors ok, on a le bouclier d'Achille dans 3, mais bon. On s'en fout, c'est du GN, c'est cool. Feu de l'Agora, ouais, effectivement, ouais. Ah, ça a l'air d'être plutôt cool. Attends. Merde, faut que j'arrive à trouver un endroit où caler ça. Alors, faut que je nous réduise. Voilà. En attendant, Et le donc, chat. c'était fait dans un archéosite, un archéoparc, qui avait une villa romaine. C'est génial. Donc, ils avaient tout l'archéoparc. L'archéoparc, pour le coup, ils essayaient de coller au maximum aux tenues historiques. Ouais, bah c'est cool. Ça reste des génistes, hein, mais Oui. c'est complètement fou de se dire, tiens, on prend un archéosite. Ouais, bah oui, bah ça. Pour ceux qui connaissent pas les archéosites, ce sont des sites archéologiques où en fait on fait des expériences. C'est en gros, ouais, t'as la fouille archéologique et juste à côté de ça, soit ils reproduisent la fouille, genre la villa. Donc t'as la villa en fouille archéologique d'un côté et à côté ils font la vraie villa en reconstruction. Ouais. Dans le nord, il y en a un avec une mode castrale. Oui, c'est le fort de l'an 1000. Je connais des trucs par rapport à qu'on appelle ça, bataille et escarmouche, qui est le gros événement historique auquel je participe normalement. Pas quand quand je peux en fait. Et c'est bataille et escarmouche, c'est un gros event où le but c'est de regrouper un maximum de reconstituteurs qui se foutent sur la gueule pendant. Qui se foutent sur la gueule pendant 2 jours globalement avec. C'est un genre de GN si on veut, mais full histo quoi. Avec ça va des vikings jusqu'au 16e siècle grand maximum, canon, tout ça, t'as un mélange de puck et tout, mais après c'est des armes en acier, c'est de l'arc-en-ciel avant tout. Et le but c'est d'essayer d'expérimenter le côté comment faire une bataille. On sait voilà, tel camp, maintenant démerdez-vous pour vous mettre sur la gueule, établir vos messagers, tout ça, bataille et escarmouche, où ils ont leur gros événement qui est d'ailleurs tous les ans à Compan, dans le nord de Paris. C'est le gros événement bataille escarmouche et ils sont en train de commencer un chantier archéosite là-bas en plus. C'est Archéos, je cherchais celui que je te parlais. Ok. Où ils ont fait un village avec le Portus, sur le bord de canal, donc t'as le bateau qui va arriver, la taverne historique, les jardins simples d'époque, une grande aire de spectacle et une mode féodale. Donc la transition entre la mode castrale et le château fort. D'accord. Oui, la mode féodale, la mode féodale, c'est juste une butte de terre, les gens avec un fort dessus et des remparts un peu autour. C'est le basique du basique avant qu'on commence à utiliser la pierre. En fait, tu as en gros, ce qu'il faut comprendre dans l'évolution du château, tu as le camp romain. Rome chute. Sauf que les centurions et compagnie sont encore là parce qu'eux, ils sont établis, ils sont mariés, ils ont des familles et compagnie. Donc en fait, la ville s'installe autour du camp romain, sauf que les gars, ils fortifient en faisant une butte pour le chef et posent une tour en haut de cette butte. Mais ils gardent le camp romain qui améliorent en mode castral et en mode féodal pour fortifier. La ville se développe autour puisque forcément tout le monde se marie, a des enfants, etc. De là, ensuite, on change les fortifications pour avancer vers la pierre. Donc on commence à faire des bases en pierre, ensuite on remonte en bois par-dessus. C'est très résumé, hein, mais globalement, il y a beaucoup de coins où ça a été le cas. Grosso merdo, c'est ça. Il y a beaucoup d'endroits où c'était le cas. C'est les modes castrales qui sont issus de la fin de l'Empire romain. Tu as tout ce qui est les modes castrales Gaullus, où là tu vas avoir 2 murs en pierre, un bourrage de terre compact au milieu, et par contre ça va prendre une plus grosse superficie au niveau du rempart. Voilà. Pour résumer grosso merdo les petits trucs en dehors des grandes villes de l'époque. Ouais. Mais pour revenir sur les GN, ouais, c'est Ermingor, quand tu veux, tu viens, hein, fais PNJ. Oui. Allez. Ok. Viens. Okay. Moi j'ai 2 questions de ma compagne. Viens. Viens, Taendor. C'est dans 3 mois.
j'ai 2 questions de ma compagne. Est-ce Oui. qu'elle peut faire un Hobbit? Alors, il n'y a plus de place Et chez les conseils. Hobbits. La faction a été remplie Mais- dès le premier mois de la billetterie. Par contre, si elle veut faire un PNJ plus Hobbit, mais qu'après elle fasse d'autres personnages évidemment à côté, oui, c'est tout à fait possible. Et c'est quand? Je sais plus. C'est du 14 au 17 mai. Ah, c'est proche. Oui, c'est dans 3 mois. En sachant qu'après, les PNJ, ils sont logés sur place, évidemment. C'est le terrain de Dark Nation, hein, donc il y a 18 lits, plus les chambres s'il faut à l'auberge. Est-ce qu'on peut venir avec le chien? Ah, malheureusement, non. Malheureusement, ça, c'est pas possible parce que justement, Jason, le propriétaire du terrain, il a déjà 2 chiens sur le terrain et il veut pas que les gens ramènent leurs chiens pour éviter qu'il y ait des soucis. Oui, je me doute. Voilà. Donc malheureusement, c'est pas possible. Ah Ok. oui, non, c'est vrai, merci Maramouk, c'est vrai. Il y a une place de Hobbit en revente actuellement. Hein. Ah, bah, on en parlera si on vient. Juste qu'il faut qu'on regarde si on fait garder le chien. Parce que globalement, Voilà. si vous venez, vous partez 4 jours. Hein. Oui, bah, il faut voir parce qu'elle change de travail, donc avec Ouais. l'intérim et tout. Donc, donc actuellement, il y a une place Hobbit qui est en revente. Merci Maramouk de le rappeler. Ayukora aussi, elle l'a dit aussi, ouais, tiens, chips. Donc il y a une place Hobbit actuellement qui est en revente. Et après, sinon, il y a encore des places il reste 8 places chez les elfes, 11 chez les orientaux et sudrons. 5 places chez les orques, une place au Royaume réunifié et ses alliés. Donc Gondor, Arnor, Rohan, Dormignon, Pays de Dain, Dale et Esgaroth. Et il reste 6 places PNJ. Ok. Il reste, donc voilà. Donc, après cette digression, on repart un peu sur les terrains de GN. Il y a aussi tous les terrains de GN Airsoft. Oui, Donc, oui. La différence entre l'Airsoft et Les le gobelins. GN Airsoft, il reste une place de Hobbit en revente. Et c'est en mai. Du 14 au 17. C'est ça. Après toutes les informations sur le serveur Discord. Ah ben je suis déjà au Dawn en fait en assistant au regard. Et elle va à Valarati en cuisine. Donc voilà, tant pis pas pour cette année. L'année prochaine. Donc, pour comprendre la différence entre l'Airsoft, Milsim et le GN Airsoft, le Milsim ça va être les scénarios inspirés militaires. Le GN Airsoft, ça va être votre réplique va être un outil de RP et non une arme qui va servir à tirer à tout va. Ouais. Comme une épée de côté quand tu balades sur un GN en soi. Tu vas Bors pas se sortir ton s'endort. épée en pleine ville et taper sur tout le monde. Bors s'endort ou Bors a bugué? Il est où, Bors? Ah bah il a bugué, ok. Je crois qu'il y a des soucis de connexion de ce côté. Et Bah, donc il avait des problèmes avec son. Ah c'est bon, il est de retour. Ouais. Retour, c'est bon. Il met C'est des ma pouces. box. C'est ma box qui s'amuse à s'éteindre et à se rallumer. Je vois. sens qu'il va passer par la fenêtre. Toi, t'es chez SFR? Oui. Ah bah bravo. Non mais tout le monde, hein, en ce moment, on en parle avec plusieurs personnes. Le tout système monde, tous les fucké. opérateurs. Système fucké des Et en rats. fait, apparemment, on a des attaques, cyberattaques sur tous les réseaux, pour saboter un peu les réseaux et nous faire chier. Ah bah Ah, moi bah, c'est de ça la marche merde. bien. Hein. Moi mon Donc, appart il fait que 60 mètres carrés, là je suis dans mon bureau, je suis obligé de faire un partage de connexion sur mon portable parce que la wifi vient pas. Ah, T'as pas un répéteur? Moi je suis pas un répéteur moi. Non mais oh, Quand on me dit un secret je le répéteur pas. on va pas donner quand vous jouez depuis sur STECP. un cours sur les normes Wi-Fi, mais dis-toi que plus c'est rapide, moins ça passe les murs. Eh. C'est en Wi-Fi 9. Comme le sida. Allez, Oui je suis clippez, connu. clippez. Je suis connu comme ça. Je suis connu pour ça. Ouais. C'est pas vrai. Oh mais si tu veux, je peux te présenter des gobelins qui ont inventé la photographie. Hein. C'est péternuer, tu veux dire ça? Non, ça veut dire que tu prends des gobelins, tu les mets devant un mur et tu fais péter une charge nucléaire et tu vois la trace sur le mur du gobelin. C'est une photographie, effectivement. Voilà. Attendez, je reviens, je vais faire peur à ma box. Vas-y. Alors les gobelins et les gobelins et les japonais sont forts pour ça. Hein. Pour la photographie. Les kamikazes du Moyen-Orient aussi sont pas mal pour ça. Ouais. Et, Moi j'ai une vanne mais je pourrais pas la faire sur ce live parce qu'elle est vraiment très violente, je te la ferai plus tard Gaël. Ouais. C'est une pote c'est ma responsable de service qui a 10 ans de plus que moi qui m'a raconté une blague mais c'est une blague
elle date de 95, quoi. Donc c'était au moment des. Ah bah attends, à la des rigueur, c'est ce qu'on attentats de regarde. On va faire un truc Saint-Michel. simple. Je vais Ah ouais. muter sur le live. Et voilà. Donc ils ne font que m'entendre moi. Donc tu peux la balancer, vas-y. Eux ils l'entendront pas. Ils ont juste ma réaction. D'accord. Alors, laissez-le. Alors, vous le chat c'est con parce que vous entendez pas les autres là. Mais ça va être un petit peu long, mais je sens que ça va être bien drôle, mais bon voilà. Ça marche. Ah bah attends, en attendant qu'il revienne, Hermagor. Ça a marché de faire peur à la boxe? Avec ça, ouais. Ça, c'est pas une La arme de veine. dernière fois, je parlais des Carnunos de précision. Ceci est une Carnunos de précision. Regarde la taille de la lame. Pour vous donner une idée. Elle est grande. Oh, ça, c'est magnifique. Non, mais surtout l'épaisseur. Effectivement. Et j'ai un repose-pouce et une poignée façon escrime courbée. Elle se déforme beaucoup sur les chocs ou pas, celle-là? Ah, Hermagor est de là, retour. Il faut que je coupe pour le live. Poc, voilà. Alors, qu'est-ce que ça va être là? Qu'est-ce qu'il va raconter comme connerie, Hermagor? Alors, Hermagor, quelle est cette vanne qui implique des chaussures que le chat ne pourra pas entendre? Oui. Ok. Oula, la connexion là. Oula, il lag. Il lag. La connexion censure à Magor. Et bonsoir à Tom Chirax. Bonsoir. Ouais, effectivement, je crois qu'Hermagor a voulu faire sa vanne, mais le réseau a dit non, tu ne fais pas ta vanne, elle est pas bien. Ah, il a planté. Il a planté. Attendez, je force à déconnecter comme ça il se reconnecte. Du coup, bonsoir Tom. Bonsoir, comment allez-vous? Eh bah, bien, écoute, bienvenue. Bah bien, la moi, question je c'est me est-ce que le live entend Tom? T'as coupé sur le live. Discord a censuré Hermagor. Hermagor est de retour. Peut-être pas. Hermagor? On va l'entendre gueuler. Oui, on va entendre gueuler. Il va gueuler. On est tombé dans les Bon, bah je suis déçu. Bah oui, parce que du coup, toi ton truc il a planté au moment où t'as commencé à faire ta blague. Bon, bah je la refais. Hop. Ok, Non, bah, je la refais. attention le chat, je vous couvre parce qu'apparemment la blague est horrible. C'est pour YouTube aussi. Non, ça charge. Non, ça charge. Ok. Ah mais si c'est visuel, tout le monde va le voir, donc ça sert à rien que je mute. Oh et puis merde, c'est que j'envoie de la fumée. En fait, j'envoie de la fumée et la blague c'est, vous savez ce que c'est un Syrien qui attend le bus et en fait tu envoies de la fumée dans tes pompes et tu te barres. tu vois l'image? Ouais, je vois. Ça fait 3 fois que j'essaye de la faire. Ah, les vannes Donc, des années 90, voilà. c'était violent quand même. Ah bah oui. Et à la base, c'était pas un Syrien, c'était un Yougoslave. Hein. Ah oui, pour être oui. Donc, pire. Après, je pense que c'est le genre de blague que tu peux adapter. Genre là, si tu adaptes maintenant, ça va être soit être un Iranien des Mollahs, soit être un Israélien ou un Palestinien, ou un Ukrainien, ou un Somalien, ou un Soudanais. Ouais, c'est ça. Il y a trop de pays dans le monde où c'est la merde. Il y a trop de pays. Un Birmanien. Un Birmanien. Un Indonésien aussi, parce que c'est le bordel un peu chez eux aussi, même si c'est relativement calme quand même. D'ailleurs, vous saviez qu'ils avaient changé de capitale? Qui? En Indonésie, c'est plus Jakarta la capitale. C'est quoi maintenant? J'ai oublié, mais c'est via notre vainqueur des 12 midi international que j'ai appris ça. Le gamin à lunettes ou Paul Emilien il s'appelle dans mon souvenir. Emilien, ouais. Ah oui, Emilien.
Ouais, donc ouais, il avait parlé de ça dans une émission, justement une fois il avait participé, on dit et il expliquait c'était quoi que ça avait, et que ça avait changé depuis 2023 je crois ou 2022 je sais plus, c'est très récent. Ah, Donc, Ah non, elle a été une nouvelle capitale nommée. Voilà. C'est bien, on n'a pas compris. Je le déconnecte de force comme ça au moins il pourra revenir avoir une bonne co. Ah, c'est pas la journée des réseaux, ça, hein. Ça doit, hein. Ah bah Merci SFR, hein. Moi tout à l'heure j'ai eu un léger plantage au début du live aussi, c'était chiant. Tu disais Sigomir? Je disais SFR, laisse-toi faire. Ouais. Je crois que c'est Internet qui a il y a des problèmes partout sur Internet. Là c'est moi qui te force tes connexions quand tu commences à planter trop, je te déconnecte de force. D'accord, ok. Donc Nusantara, la nouvelle capitale s'appelle Nusantara. C'est ça, je crois. Elle est en cours de développement. Voilà. Ouais. D'accord. Ouais. Bon bah excusez-moi, hein, c'est mon wifi qui fait de la merde. Et là je suis dessus pour l'instant. Tous les SFR déconnent. Mais SFR c'est de la merde depuis que ça y a apparu, tout le monde le sait et quand même les gens vont là-bas. Pourquoi? Parce que ça coûte pas cher, mais au détriment d'avoir un bon truc. Ouais, c'est vrai. Nous, on a pris le parti pris que, comme dans toutes les pièces, il y avait une antenne télé, et qu'on n'utilise plus l'antenne télé, en fait, dans l'autre sens, j'ai mis un routeur dans le grenier, et j'ai tiré le réseau dans tous les sens pour avoir le filaire dans toutes les pièces. C'est bien. Moi, je sais pas, mon PC il est connecté. Alors moi, il est connecté soit en Wi-Fi, et sinon, j'ai mon câble qui est branché là. J'ai 40 mètres de câble qui vont jusqu'à la box. Là, j'ai tout réparti avec un routeur Cisco dans le grenier. Je ne sais pas coder, j'ai branché ces plug and play. Ça. Je pourrais l'optimiser. Je sais qu'il y a une optimisation qui permet que le routeur sache où est-ce que tu as fait ta mise à jour. Du coup, il va récupérer sur l'ordre du réseau la mise à jour. Genre pour Steam, c'est royal. Trop bien. Mais Steam, tu as une option. Il y a une option, si tu cherches un peu dans les paramètres de Steam. Moi, je sais que quand ma compagne ou moi je fais un jeu, j'ai fait la mise à jour du jeu, Steam va chercher sur le réseau local le jeu qui a été mis à jour. Ok. Parce que je crois que comme on est en compte partagé, il voit qu'on est sur le même réseau, il va chercher les mises à jour sur un ordi et l'autre, donc on passe pas deux fois par internet pour télécharger quelque chose. C'est plutôt pas mal. Pratique. Ça, tu gagnes en vitesse avant. On était sur les terrains de GN et Assimilab, donc on avait... En France. En France, il y a un fort de ligne Maginot qui est justement en terrain de GN Airsoft, dédié que à ça et aménagé que pour ça. Et ensuite, les forts Maginot, c'était des terrains qui sont louables pour les GN. Après, attention, il n'y a pas souvent l'électricité, les toilettes sécurité. Oui, après, t'as plein de trucs qu'il faut rajouter, quoi, mais en soi, t'as la possibilité de pouvoir dormir à l'endroit où les mecs étaient, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, c'est fou. Je sais que, de souvenir, les casernements, il faut allumer les cheminées, genre la veille de l'arrivée des joueurs, pour chasser tout le monde. Non, en fait, il pleut sur les joueurs d'humidité. Et Visares dans le chat qui dit il y a une centrale 7 qui permet de faire du GN post-apo tous les ans. Oui, c'est le Dawn, la centrale 7, c'est la mine bleue à Ségré en Anjou. Ok. C'est le Dawn. Bon. C'est bien, je découvre plein de terrains, tu vois, il y a plein de trucs, certains que je connais, d'autres pas du tout, mais c'est bien. Ouais, alors faut savoir que centrale 7, c'est là où il y a l'atelier de Jimix. Jimix qui est le sculpteur du Hellfest. Ah. Donc il a pas mal de récup, de pièces, de sculptures qui collent assez bien au... Pas de soucis, Bors. Ouais, je vois dans le chat, il y a Cognolo, il y a Montbray, il y en a un à côté de l'île, je sais plus le nom. Donc il y a Cognolo, Montbray. J'ai plus la liste de tous les forts de l'île Maginot, mais il y en a... il y en a beaucoup. Je sais qu'il y en a 4. Il y en a 2 qui tournent régulièrement, c'est Cognolo et Montbray en fort. Et après, t'en as une dizaine qui sont utilisés pour les GN, qui sont un peu plus confidentiels parce que soit c'est une asso qui gère, qui n'ont pas forcément aménagement et du coup ils préfèrent avoir des petits GN que des gros trucs. Et Hermagor, recule un peu ton micro, je t'entends respirer comme il faut depuis tout à l'heure. Tu es vieux, Hermagor. Moi je suis passé sur le casque, je peux sortir le... Alors, c'est parce que moi je viens de découvrir que plus je me rapproche du micro,
Putain. plus je me rapprochais du micro, mieux on m'entendait, parce que quand je le mets là, tu vois, et je peux gérer le son. Oui, bah après sinon, si tu gères le son avec ta voix, tu sais, c'est un principe naturel. Non, moi, j'ai des problèmes. En terrain sympa aussi qu'on oublie beaucoup, c'est le Fort du Pré sur l'île de Ré. Carrément, putain. Le Fort du Pré est louable pour faire du GN. Il y a Ça le doit Black faire un sacré Event, cadre. le GN Pirate qui a été fait l'an dernier, Oui, j'ai entendu parler de celui-là. En deux, avec bateau. T'as une partie des GNistes en bateau, l'autre partie dans le fort. Qui est une bonne expérience. Le standard en bateau peut être utilisé en GN, ça a déjà été fait. En plus petit format, vous avez le renard, le phénix. Le phénix qui est basé à La Rochelle. Mais le renard phénix, c'est quoi comme animal mythique? Non, le renard phénix. Un renard avec des ailes et qui sont en feu. Le bateau, ouais. T'as le phénix qui est un petit bateau où tu peux mettre facile une trentaine de joueurs à la manœuvre. C'est quand même un beau bateau. Hein. Il n'y a pas de canon, mais c'est très sympa comme bateau. C'est un petit 3 mâts. L'Hermione est hors service. L'Hermione, ouais, actuellement, elle est hors service. Ils attendent, il me semble, je sais plus combien de millions d'euros pour pouvoir la retaper parce qu'elle a chopé des champignons. Hein. La mérule. Ah merde. La mérule. Ah, c'est de la merde, ça. Oui, bah, ils avaient qu'à pas virer le maître d'œuvre qui les avait prévenus depuis des années. Ils ont viré le maître d'œuvre en 2011 qui les avait prévenus qu'il fallait entretenir mieux que ça le bateau si vous ne voulez pas choper des champignons. Ouais. Alors, ils disent ça coûte cher, ils l'ont viré. Bon, bah, ils assument. Hein. Bah ouais, bah je sais pour eux, hein, j'ai envie de te dire. En truc fun qui n'est pas utilisé en GN, mais qui peut être utilisé en GN, notamment en GN Tchernobyl. Renaissance, mais pas dans le sens royal et compagnie. Tu as le Jean Bart à Espace Trouville, archéosite de construction d'un navire première classe sous Louis XIV, de premier rang sous Louis XIV. 73 canons. Il y a ça qu'on construit en ce moment? Oui. Espace Trouville, tu tapes le construction Jean Bart Espace Trouville, tu peux aller voir sur internet. Attends. Tu m'as dit du coup Attends, répète-moi ça. Le Jean Bart Espace Trouville. Comment tu l'écris le Jean Bart? On revoit le beau bourse. Jean Bart, Jean Bart, comme le corsaire. Ah ouais. Le Jean Bart, ok. Et comme tous les... Le Jean Bart ou quoi? Espace Trouville. Espace Trouville, comme l'amiral Trouville, corsaire. Visiter la construction d'un géant des mers. Et il y a de plus en plus de bar tabac qui s'appellent comme ça aussi. Ah oui, non mais t'es pas prêt. Hein. Dis-toi que le bateau est tellement grand que tu prends l'Hermione, tu peux la mettre dans le bateau. Je suis con, moi je fais ça aussi. Stupide que je suis. Attendez. Il y avait eu un GN dessus, non? Le Jean Bart. Comment? Il n'y a pas eu un GN avec l'Hermione, justement? Si, on en a parlé. Avec plusieurs bateaux. Et le Jean Bart, en fait, le truc, c'est qu'ils n'ont pas eu de financement parce que l'Hermione a énormément éclipsé leur truc. Ouais. Plus ça avance, plus ils vont avoir de financement. Mais de 1, ils construisent de façon historique par rapport à l'Hermione. Sauf le levage où ils prennent des grues pour la sécurité. Ouais. Ils ont une forge sur place où ils forgent sur place les pièces de clous d'acier, la clouterie. Attends, bah justement, j'ai un petit résumé là-dessus. À bord du vaisseau, vous serez émerveillé par les dimensions extraordinaires de ce mastodonte des mers pouvant accueillir jusqu'à 700 hommes à bord. De la forêt à la pièce finale, découvrez la vie d'un arbre, l'optimisation et la valorisation du bois en construction navale et bâtiments, en menuiserie, en bois énergie, en fumage d'aliments, enfin une à bord de ces 3 mâts. Apprenez comment les charpentiers manipulent, tracent, découpent et assemblent ces immenses morceaux de chêne de plusieurs centaines de kilos, afin de donner naissance au squelette de Jean Bart. Une expérience unique en France au pied des remparts des fortifications de Gravelines, construites par Vauban à l'époque où ces cathédrales des mers veillaient sur la mer du Nord. Oui. Tu vois le squelette derrière, ça te donne une idée de la taille du bordel. Ah mais c'est... On est en train de reconstruire... Mais de mon point de vue, ce sont les navires les plus magnifiques qu'on ait fait de notre histoire navale. Mais il ira jamais au mouillage, celui-là. Tu vas en Angleterre... Ah ici, il va être au mouillage. Ici, il va être au mouillage, celui-là. Hein? Alors, c'est un navire musée. C'est-à-dire que le président concepteur du projet est un archéologue spécialisé dans la fouille sous-marine des bateaux, notamment il a fait les fouilles de Trafalgar et compagnie, de pas mal de fouilles. Toutes les dimensions de ce navire
viennent de relevés archéologiques. Ah, donc Pas en de- fait, ils pas que de étudient plan de tout en même marine. temps, quoi. Ouais, c'est ça. Ils étudient C'est de comment l'archéologie construire une première classe. Ouais. Donc en archéologie expérimentale, ça vient des plans d'époque, de fouilles au fond des mers, etc. etc. Il veut volontairement ne pas le motoriser. Ce qui lui Il veut coûtera, pas tricher, ouais. En fait, il sait qu'au code maritime, il va se prendre une amende de 75 000 € juste pour la mise à l'eau. Pouah. Oui, tu n'as pas le droit de mettre un bateau à l'eau sans moteur. Ça n'a- C'est complètement con. Non, mais c'est pour des raisons logiques. Pour maintenant, c'est logique parce que si le bateau, imaginons, il y a un souci en mer, bah au moins, soit si tu comptes ça. avoir la voile en truc principal, si c'est déchiré, s'il y a des soucis tout ça, bah au moins de bien sécuriser, t'as quand même les moteurs qui peuvent prendre la suite. Et inversement. Et surtout, on a pu les logistiques hippomobiles pour les sortir du port Ouais. et les amener au port. En fait, il y a toute une logistique pour ramener un bateau comme ça au port. On n'a plus à l'heure actuelle. Les ports ne sont plus aménagés pour ce type de bateau. Oui. Donc ça peut être très vite risqué. Bah, ça Donc, fait comme il me semble que c'est le HMS Victory qui est encore existant, qui est toujours Oui. basé en Angleterre, qui est juste un navire musée. C'est ça. Bah, le HMS Victory, c'est l'équivalent du Jean Bart version anglaise. Ouais. Il y a Putain, 12 canons de différence. Il y a 12 canons de différence et je crois 50 ou 60 tonneaux de différence. C'est en gros, c'est les deux plus gros mastodontes de chaque côté de la Manche. Et dire que pendant un temps on avait des machins, il y avait 122 canons, les premiers navires de rang lourd, les rois des mers. Qui n'a jamais navigué. Qui n'a jamais navigué. Bah si. Il est resté. Non, il est resté à quai parce que trop lent. Celui-là Non, celui-là il naviguait. Ça c'est un première classe, c'est un 76 canons. Oui, moi je prends les navires rang lourd, le 122 canons, ça a jamais jamais été utilisé au moins une fois. Le château royal n'a jamais. Il a été mis à l'eau. Ils ont fait une sortie en mer. Ils se sont rendus compte que le navire avançait à moins d'un nœud, tellement il était lourd, que tu allais plus vite à pied, et que en dehors de servir de château fort immobile à un endroit pour tenir une place, il ne servait à rien. Okay. Le roi montait à bord 3 fois l'année histoire de parader dedans. Okay. Mais en fait, il était tellement logiquement lourd et compliqué à manier, et surtout en fait, la taille de coque faisait que même avec les voiles toutes dépliées, on n'arrivait pas à tenir beaucoup de vitesse parce qu'il y avait trop de tirants d'eau, trop de. Ouais. Il faudra attendre la machinerie quoi, des moteurs pour commencer à avoir des trucs qui sont aussi balèzes quoi. Ouais. En plus, j'y étais il y a une semaine au musée de la Marine à Paris. Donc je peux te le dire, on en a rediscuté avec les conservateurs. Ok. Il y a un musée qui est très sympa à faire aussi, c'est celui de Rochefort, si jamais vous avez l'occasion. Allez jeter un œil, celui de la Corderie Royale. À Rochefort, tu tapes Corderie Royale et tu as le musée de la Marine qui y est aussi, où tu as énormément de maquettes, c'est incroyable. Ouais, les maquettes, c'est cool. Et donc, pour en avoir discuté un peu avec les gens de l'assaut, oui, effectivement. Alors, pour l'instant, le navire n'est pas en eau. On peut toujours venir, pour ceux qui sont dans le coin, aller faire du bénévolat, aller les aider. Alors, certes, vous ferez que pour les journées patrimoine et pendant les visites, la menuiserie traditionnelle. Le reste, il y aura de l'outillage moderne quand même avancé sur le bateau. Ouais. Dites-vous que l'architecte naval, enfin le chef de chantier naval et le plus jeune de France, chef de chantier naval, il doit avoir à l'heure actuelle 35-40 ans. Le mec. Et c'est jeune. Le mec qui gère la construction de ce bateau était le plus jeune chef de chantier naval quand il a intégré le projet. C'est assez fou. Ouais, de ce que j'ai vu marqué sur le site, leur aventure elle commence en 85. Ouais. Et c'est leur deuxième chef de chantier naval, donc t'imagines. Putain. De toute façon, techniquement, ces navires-là, il y avait des centaines, il y avait des milliers d'hommes qui bossaient là-dessus à chaque fois. Toute l'année. Il fallait, pour des navires comme ça, je crois qu'il fallait au moins un bon 5 ans pour mettre un navire comme ça à l'eau, il me semble. Alors, non. Non, plus que ça. Enfin, ça dépend de l'état du truc. Mais... À partir du moment où on a lancé l'ordonnance royale avec Richelieu parce qu'on manquait de navires et compagnie, que Louis XIV s'est dit « Oh, il faut peut-être qu'on fasse des navires parce que c'est la merde !» Ouais. Dis-toi qu'un rang moyen, un petit rang moyen et un première classe, t'as des délais différents.
Le rang moyen, on a les traces historiques où ils sont construits en 2 mois. Efficace. Bah, Après, quand t'as les hommes, globalement, les hommes et la thune, oui, je peux comprendre. Hein, ça fait combien de canons à peu près ce truc-là? En rang moyen, on est sur du 54 canons à peu près. Ouais, ça fait un bon Dans petit ce bateau. qu'il dit, c'est totalement c'est clair et précis parce que tu le vois justement à Rochefort. Quand tu vois une corderie, tu t'imagines pas les cordages. C'est un des éléments essentiels pour un bateau. Tu vois la corderie, la taille de la corderie, c'est vachement long. Oui. Parce que ils tissent les cordes, enfin ils entortillent les cordes, ils ont tout un système sur des grandes longueurs pour pouvoir justement avoir des métrages mais de fou. Et tu te rends compte qu'en fait ils ont quasi industrialisé la chose. Ils sont déjà dans un genre de système, mais pas industrialisé, mais un peu comme si t'es post-ère industriel, quoi. C'est... Ouais, non, mais c'est impressionnant. Ouais. Et 2 mois, ça m'étonne même pas, moi. Un bateau, pour un 50, tu vois, pour un 50 canons, ça me surprend pas, quoi, globalement, qu'on puisse en mettre en si peu de temps. Je pense que j'avais peut-être plutôt les gigantesques, quoi, la rigueur, en termes de... T'es mis dans le room live la maquette de à quoi va ressembler le Jean-Bar une fois fini. Ok. Alors... Tiens, j'arrive voir. Hop, regardez ça sur le... Putain, ça a planté, bien sûr, va te faire enculer. Hop, live, voilà. Ah, il est magnifique. Hein. Putain, ça a été un beau bébé. Hein. Ah, il est superbe. Un beau bébé. Il est incroyable. Pas ça, je cherchais... Une fois qu'il sera à flot. Je cherchais... Bonjour. Alors, vous avez payé votre taxe maritime, c'est-à-dire... Ouvrez les... J'ai oublié les noms. Les trappes, là, des canons, là. Alors, vous avez payé? Non. On vous allume le cul ou vous payez? Tenez, monsieur. Mais ça pourrait être sympa, ce serait de savoir... Attends, merde, j'avais une question super bien. 23, 24, 25, 26, 27 canons par bordée. Et donc, ça, c'est bébé. 2 souvenirs. Ah, c'est ça, dis-moi, est-ce que tu sais, toi, s'ils faisaient les maquettes en même temps qu'ils montaient les bateaux? Ou si la maquette était faite avant ou La maquette était faite avant. Ouais. Pour soumettre à budget. Évidemment. Parce que tu avais obligatoirement une maquette avant de faire le bateau. Ou le style de bateau. Dans une bouteille. Oui, le style de bateau. En fait, c'est un peu comme en architecture, tu as un appel à projet. Et en fait, les architectes maritimes vont créer la maquette de leur modèle de bateau et vont pouvoir faire comme la licorne. Alors la licorne, est-ce que je vais trouver la licorne Parce que, je vous jure, je reviens sur mon Rochefort, mais quand tu aimes ton fromage, hein. Ouais. Ça m'a tellement impressionné de voir ces maquettes devant nous, et t'en as qui sont plus grandes que toi, hein. T'as des maquettes qui sont immenses en fait, hein. Et c'est... c'est à échelle 1 centième en général, il me semble, les maquettes. Je sais pas, je pourrais pas te dire, mais tout ce que non, là il y en a qui sont très impressionnantes, c'est très beau. C'est... Tu vois toute l'ingénierie, l'intelligence qu'ils ont eu pour fabriquer tout ça, quoi, c'est incroyable. Bah déjà, là, les bateaux de cette époque-là, étaient déjà assez dingues, mais essaie de te mettre à l'époque déjà encore plus ancienne encore. La construction des quinquérèmes. Ah oui. Des monstres aussi, hein. Pour ces périodes-là, des monstres de navires à rames. T'as 5 bancs de rameurs. Et ça fait un rameur, puis tu comptes les mecs au-dessus. C'est incroyable. Ah, je suis complètement d'accord. Moi, j'adore voir ça. L'homme est trop intelligent. On a fait des trucs de fou. Et on continue encore. C'est la rade de Saint-Malo, ça? Non? Alors... Non. Non, moi j'ai pas alors. Pas Saint-Malo. Non, non. Bah, moi, je sais pas. Moi, je vais pas m'avancer trop, mais... Je reconnais pas. On dirait... Alors, si je me trompe pas dans... Non, c'est l'espace Trouville. Ok. Ah d'accord, c'est l'endroit, donc c'est là où ils construisent quoi directement. C'est l'endroit historique, là où en fait ce que tu vois à droite c'est le chantier maritime de Trouville. Ouais. Et à gauche tu as l'entrée du canal dans la ville fortifiée. Ok. En fait c'est Richelieu et Trouville qui ont eu cette idée
donc le duc de Trouville, qui ont eu cette idée, en fait, que les navires puissent rentrer dans un canal, soit en marche arrière, soit en marche avant, et rentrer dans la fortification. Et à l'entrée, tu vois qu'il y a deux grandes rampes qui te permettent de faire du chariot et compagnie. Et en fait, tu as deux casernes qui étaient canonnées pour empêcher les navires anglais de couler les gros navires. Les rampes, c'est pour les chevaux. Ouais, ça faisait pour le port de Carthage pour mettre à l'abri les navires de l'adversaire, quoi. C'est ça, mais version sous Louis XIV. Ok. Et les rampes, c'est pour les chevaux, non? Alors pour les chevaux, pour amener tout le matériel à l'entrée, pour le stockage, le chargement rapide des bateaux. En fait, ça te permettait de mettre toute l'armada des premières classes à côté des rampes et amener tout au bord et charger tous tes bateaux d'un coup pour partir efficacement en mer. Putain, mais c'est génial, j'adore, c'est trop bien. C'est le summum de la logistique navale sous Louis XIV. C'est beau. Oui, c'est beau. C'est beau, si je me souviens bien, ça doit être Trouville, mais faudrait que je vérifie. Faudrait que je retrouve. Alors, je te vérifie. Oh, c'est bien le port de Dunkerque avec la rade de Trouville. Ok. Donc je cherche maintenant le chantier naval de Dunkerque. Je retrouve plus, et comme je garde plus mes trucs historiques, vu que je fais plus d'histoire, je prends la tête à stocker des images. Toi aussi, t'as plein d'images qui traînent pour illustrer tes propos. Je pourrais. Moi, je rêverais de faire de la reconstitution pirate, mais de la vraie reconstitution pirate et pas du fluffy, quoi. Ouais. T'as un pote qui s'est mis à faire du flibustier, mais du vrai, pas de la. Il est. Alors c'est marrant parce que il a une entreprise, il est passé armurier, donc il fait que de la restauration d'armes anciennes. C'est le flibustier, je lui fais de la pub. Son nom c'est le flibustier justement, et il adorerait faire ça, mais pareil, t'as personne qui fait ça, et les connaissances pour pouvoir le faire sont quand même vachement rudes parce que ça demande énormément de boulot. C'est vrai, c'est un énorme travail de recherche parce que les flibustiers c'est absolument pas ce qu'on voit. Hein. Est-ce qu'on. Non, et même au niveau. C'est un autre monde. Bah, allez sur la chaîne YouTube d'Hero.com et vous allez regarder cette série qu'il avait fait sur les flibusteries, les corsaires et les pirates. C'était très sympa, très bien vulgarisé. Ça va vous donner un autre aspect de ce que c'est la flibusterie. Ou la piraterie, si vous préférez. Même si c'est pas exactement pareil, encore une fois. Je simplifie. Après tout, je suis vulgarisateur. Mais je t'entendrais bien avec. Il rêve de faire ça, mais il y a personne qui le fait, et puis Parce que moi j'ai bien un pirate, mais bon, mon pirate c'est pas non plus un truc histo, c'est pour. Ça fait le taf, disons, pour parler de la piraterie et dire c'était pas exactement comme ça, machin, ça fait un peu le taf. C'est plus proche du GN que de la reconstitute, même si je sais faire les trucs, mais bon, moi par exemple, en tant que pirate, le sable, machin, ah non, moi j'ai une hache. Pratique pour couper les cordages du bastagage. J'ai un demi-rempart. Oh. Pourquoi j'ai un demi-rempart? Rappelons ce qu'est un demi-rempart. Demi-rempart est un fusil d'époque sorti Louis XIII. Sous Louis XIII, on en a déjà. Du 17e siècle. Tu as le rempart qui est un fusil qui tire à peu près des calibres comme ça. Et ceci est un fusil, pas un canon. C'est ça, qui est ce qu'on appelle un fusil de rempart, qui ont des canons jusqu'à 2,30 m répertoriés dans la moyenne. La différence entre le fusil d'infanterie et le fusil de rempart, c'est que le fusil d'infanterie, tu mets tout le monde en bloc carré, comme ça, tu mets ton bloc carré, et ils tirent tous pour faire un nuage de balles. Oui. Le principe du fusil de rempart, c'est de tirer tout le monde sur un point à se concentrer. Ça c'est un fusil bédouin. Ouais. Donc le fusil de rempart, c'est le but du jeu, c'est tirer en éventail depuis le haut du rempart sur un point concentré. Ça peut être la tente d'état-major, ça peut être les sapeurs en train d'installer une sape. Et faire plein de dégâts. Parce que c'est plus après, comme c'est plus petit qu'un canon, plus pratique pour viser.
J'ai eu la chance d'en voir un. Le demi-rempart, on est déjà sur un calibre 65, donc 65-68 poudre noire, avec une balle standardisée qui fait en général entre 1m40, 1m50, 1m40 pour le canon, ce qui est déjà des beaux bébés. C'est les canons anti-char de l'époque. C'est les fusils anti-char de l'époque, je veux dire. Qui est plus manœuvrable, qui a des distances données en moyenne à mouche de 200 mètres, avec des rapports de bord où le gars fait mouche à 600 mètres. Ah, pour l'époque, c'est bien. C'est génial. C'est exceptionnel. Enfin, on pense que c'est le coup de bol, hein, parce que t'as un rapport sur je sais pas combien de... Et c'est un cas rare. Et après, rappelons que donc quand on dit moucheur, c'est le fait de faire mouche, donc toucher l'adversaire. Donc le moucheur, sur un bateau, c'est un gars qui a une solde basique, mais qui a une prime. C'est-à-dire qu'il est sur le haut du mât, sur le grand hunier, avec son fusil. Son but, tirer sur les officiers, tirer sur les timoniers, tirer sur les boscos et autres. En fait, son but, c'est tirer du gradé. Parce qu'une fois que t'as plus personne pour donner les ordres, le navire, il avance plus. Non. T'as plus personne qui veut prendre le la basique barre, de la guerre, les officiers, c'est les mecs les plus risqués, c'est les mecs les plus à risque. Les fusils de rempart, j'ai eu l'occasion d'en voir un magnifique, et d'époque cette fois-ci. Je crois que c'était au château de Vendôme, à Luxembourg. Typé 17ème. Vraiment 17. Et mais c'est un truc de malade, hein. C'est immense, hein, comme truc. C'est Ouais, comment ils arrivent à manœuvrer. c'est plus grand ça, que moi, quoi. C'est sur le rempart, quoi. C'est posé sur une Ouais, fourche. sur une fourche. Une fourquine. Sur une fourquine où tu vois une évolution entre le trait de feu, donc c'est-à-dire le bâton avec le canon au bout, oui, bien sûr, et le rempart, où tu as des gars qui sont fusils de rempart sur bouclier. Sur bouclier carré, qui n'est pas très haut d'époque, mais ils ont reconstruit des boucliers à roues, et en fait les gars baladent le bouclier à roues avec le fusil de rempart. Oh putain, je savais pas ça, tiens, je vais essayer de trouver des boucliers de sap, en fait, ils utilisent des boucliers de sap pour balader le rempart. Du coup, moi, c'est un fusil bédouin. Moi, c'est un fusil bédouin, ça. Oui, c'est ce qu'on a dit. Que j'ai, c'est Ouais. Oui, c'est Ouais. ça. Le chat, pour voyez un peu à quoi ça ressemble. Du coup, le fusil. J'ai une caméra. Merci Tokyo Embrace pour le raid, bienvenue. Voilà, c'est. Un fusil de rempart, voilà, vous avez un fusil là, mais juste que bon là, il faudrait que j'ai un humain à côté pour donner une idée de la taille du fusil de rempart. Un humain à côté, c'est pas compliqué, je le pose là. Attends, je le pose, on voit le haut, là, le canon. Et je me mets debout. Je fais 1m79. Bah, ça fait un beau petit fusil. Parce que j'ai d'autres. Moi, tu m'as dit fusil de rempart, j'avais un autre truc en tête, le fusil qui fait 2 fois la taille d'un homme, avec le canon énorme là. Ça, c'est un demi-rempart. Ah, ça, c'est un demi-rempart, ok. En fait, c'est un canon de demi-rempart monté sur un châssis bédouin. Oh. Avec, chose très drôle, une platine catalane. Ce fusil est un mélange de plein de cultures. Yeah. C'est courant. Et donc en fait, catalane, là, tu vois, là, tu vois, t'as une guillotine, ce qu'on appelle. Attends, bouge pas, faut que je mette le... parce que le chat ne voit pas. Voilà, c'est bon. Vas-y. Donc, le fusil catalan a cette particularité que le mécanisme est à l'extérieur. Donc là, j'ai mon ressort de chien qui est ici. J'ai un deuxième petit ressort qui est reporté sur le ressort de chien pour le briquet. Et en fait, là, tu vois, j'ai une espèce de pointe là. Ouais. Alors, je sais pas si je vais rester l'armée parce que... Voilà. Et en fait, tu vois, cette espèce de pointe, elle vient se plaire. Une espèce de téton. Ok. Tirer sur ta femme. Ça, c'est le demi-chien. Là, je suis en sécurité. J'appuie, ça partira pas. Et là, je vais tirer à fond pour le mettre en armement. Et là, on retrouve notre petit pied guillotine ici. Notre pied de biche. Ouais. Tu vois, qui est posé sur le truc. Alors, j'ai pété la vis, il faut que je la refasse, mais je vais le percuter, du coup, on s'en fout.
Et du coup, quand on appuie, ça libère et ça tape. Ok. Avec le silex qui vient taper le briquet, faire l'étincelle, tout puis ça. ça fait étincelle classique. Donc ça, c'était le mécanisme catalane. Si vous allez au musée des Invalides, il y en a un seul modèle. Voilà. Je reviens, je vais chercher les percussions et le système européen pour vous montrer. Moi je vous dis, moi ça va, globalement, un des trucs que j'aimerais avoir dans mon bordel de collection, c'est un fusil du 8ème. Mais d'infanterie. Un truc basique. C'est compliqué à trouver. Une reproduction au pire, tu vois, je m'en vois un vrai nom, mais une reproduction, juste histoire de dire, voilà, j'ai ça, et puis tu vois, si, pour faire du pirate en GN, j'en ai marre d'avoir les petits pistolets, moi je veux un fusil. Alors. Oh là, qu'est-ce qu'il a ramené? Oh. Alors, bonsoir, toi qui bref, vous avez passé un bon live, et bonsoir les Raiders. Nous parlons histoire et plein de trucs. Voilà. Ceci est une réplique. C'est-à-dire que j'ai pas de lumière, j'ai rien, le canon, voilà. Pour le GN, quoi. Il n'y a pas de lumière. Un peu plus, puisque c'est une réplique fonctionnelle. Ah! Donc, là, nous sommes sur le système classique. Un peu plus francophone, où on voit que le ressort énorme de la platine catalane n'est pas là. Ouais. Il est à l'intérieur. Il se trouve ici à l'intérieur. J'ai juste le ressort du briquet ici. J'ai changé son silex, donc normalement il devrait percuter. Donc, toujours au même principe. Demi-chien. Demi-chien, c'est la moitié, c'est la sécurité. On ne peut pas appuyer. Ouais. Ça bloque. Ça nous permet en fait de mettre le pulvérin ici pour remplir le petit bassinet. Ouais. Il va allumer le canon. Bonne soirée, ensuite, des bisous les copains. Là, on est en plein chien. Je regarde que j'ai rien d'inflammable en dessous. On est en plein chien. Et quand on appuie, ça étincelle. Étincelle. Voilà. Donc ça, c'est le système européen. Ensuite, on voit arriver plus tardivement. Là, on commence sur le début 19e, fin 18e, début 19e, le système à percussion. Ah ouais. Alors là, on est sur un... Il y a plus forcément de silex, quoi. C'est... Mais une amorce sur le chenille. Celui-là, c'est un vrai. Ok. Avec son porte-ceinture. C'est le modèle de la marine. Ok. De service. Putain, c'est un d'époque. Il a son US State dessus. Ok, donc c'est américain celui-là. C'est l'américain. Donc, même principe. On charge. Par le haut. Donc, poudre, bourre, balle. Et des fois rebourre derrière pour notamment les modèles qui sont de marine. Ouais. Pour éviter que la balle gonfle avec l'humidité et compagnie. Ou qu'elle tombe, etc. On met en demi-chien. Toujours pareil, demi-chien, c'est bloqué. On vient mettre une petite capsule, comme les balles modernes où on a une petite capsule d'amorce de percussion. Ouais. Bien complet. Alors pour les puristes, je dois changer la cheminée, donc je m'en fous de le percuter à vide. Voilà, on met chien complet et on tire. On est d'accord que là, ton pistolet et là, c'est les premières. On est dans les premières armes fabriquées par les Américains. Enfin, les États-Unis, je veux dire. Celui-là, c'est le premier d'ordonnance. Ok. Donc, c'est-à-dire que une arme d'ordonnance. Est-ce que tu veux expliquer ou j'explique? Alors, dans mon souvenir, une arme d'ordonnance, ça veut dire que ça a été produit et fabriqué dans ton pays. Et ça veut dire que c'est une arme en gros vraiment qui est produite par l'État. Enfin, l'État te dit, ok, c'est bon, tu peux produire, c'est vraiment un truc genre typiquement de chez toi, quoi. Et tu peux le revendre à l'étranger, si j'ai bien compris. Alors, une arme d'ordonnance, c'est une arme dont le budget a été approuvé par l'État et commandé par l'État. C'est une ordonnance, donc une ordonnance royale, ou autre, royale, républicaine ou autre, qui valide le fait que l'État va passer par ce fournisseur pour concevoir l'arme. Mais que cet homme ait une chaîne YouTube, nom de Dieu, ou un TikTok, bordel, il y a beaucoup de choses à raconter. Oh. Les passionnés d'histoire. Hein. Ah bah. Je pourrais en faire sur les accessoires aussi, expliquer mon métier. Bah oui. Quand je vois, quand on en parle avec des collègues, on voit des gens qui parlent d'accessoires et qui sont complètement dans
la non-vérité de ce que c'est en France et qui parlent de système américain. Ouais. Et qui font des 80 000 vues. Et tu Oui, fais, bah oui. ah oui non mais ouais. Mais c'est juste que charge mentale de gérer les gens sur Internet. Enfin, gérer les gens. En fait. C'est un truc que t'apprends très vite à gérer, de les ignorer. Moi, j'ai eu du mal au début. Au début aussi, c'était compliqué. Tu vois les commentaires, machin. Tu les prends pour toi directement. Ou alors t'as les haters, genre de truc. Alors, juste éviter de fumer en live, s'il vous plaît. Ça peut être pas mal. Ah oui. Donc, Tu as le droit de prendre du crack. Tout à fait, oui. Tout à fait, j'ai mis. Mais ouais, du coup, t'as ce côté-là au début, c'est un peu compliqué. Après, tu finis très vite par t'en détacher, en fait. Mais ouais, puis enfin c'est les dramas, ça me saoule. Les gens qui viennent te raconter des conneries. Tu les laisses, les gens qui disent de la merde, tu les laisses dire de la merde dans leur coin. Et puis si vraiment des fois t'as un commentaire un peu débile qui vient t'attaquer, tu fais ah bah attends, je vais me servir de sa connerie pour me faire de l'argent. Ouais, voilà, je vois l'idée. Voilà. Et sur TikTok, ça marche très bien, tu vois, ça, par exemple, des gens qui font de la merde. Il y a plein de dramas comme ça, qui ont lieu comme ça, parce que t'as des gens qui ouvrent leur gueule pour rien dire, pour critiquer la personne. Et toi, bah, tu fais, oh, ah bah attends, on va prendre son commentaire, et on va la dérouiller en live, et on va se faire de la thune sur son dos. Voilà. Ah bah, tu veux être un connard? Bah écoute, j'ai me servir de ta connerie pour me faire de la thune. Merci. Ah, c'est une force de caractère, ça. Ah ouais, ça. Mais c'est dur, hein, au début. Hein. C'est compliqué de faire ça au début. Ah, faut pas le prendre personnellement, et ça, c'est ça. ce qui est le plus dur. Faut réussir à pas prendre personnellement. À qui le dis-tu? Ah, Magor, t'attends quoi pour tomber dans ton bordel, là? Je sais pas. Là, sur mes Reels Instagram, j'en ai à 1190, 17K, de 2700, 1000, 11K, 1600, 2000, 8000, et j'en ai un qui plafonne à 19K. Ah, c'est bien, t'as de bonnes stats. Et niveau publication, ouais, entre 86 et 48 likes. Les likes, ça signifie plus rien actuellement, de toute façon. Non, mais bon, ça permet de dire un peu, tu vois, par rapport au nombre de personnes que j'ai en followers. Je suis à 1,3K followers. Ouais. Bah, de toute façon, là, actuellement, dans la tendance actuelle des réseaux, c'est... Les algos sont vraiment tout cons. Actuellement, c'est... Tu mets un like. Ouais, t'as mis un like. Est-ce que t'as regardé la vidéo? Oui, non. Si t'as regardé la vidéo, le like, bon, déjà, il s'en fout, l'algo. Ce qui compte, c'est le fait d'avoir regardé la vidéo. Et après, je publie pas assez. Enfin, je publie plus régulièrement. Bah, le mieux, ça serait au minimum une publication par semaine. Ouais, bah, au mieux. Je connais le truc, hein. J'ai bossé avec des gros qui m'ont expliqué un peu comment faire et compagnie. C'était juste que flemme. Après, moi, mon conseil, c'est plutôt si à un moment donné, t'as une grosse motivation, tu te tournes plein de vidéos. Tu fais le montage tranquillement dans la semaine, et quand t'as monté cette vidéo-là, tu la postes. Et en fait, le mieux, c'est la poster sur c'est la poster, mais partout. Il y a une raison qui m'empêche aussi pas mal, c'est qu'on vienne emmerder ma famille. Oui, bah ça je comprends. Bah, après, de toute façon, à partir du moment où tu n'expliques pas où tu habites, ce genre de choses. Perso, moi, ma famille n'a jamais eu de soucis, et ça fait j'ai quand même pas mal de monde qui me suit. Ma famille n'a jamais eu de problème là-dessus. Personne n'a jamais dit qu'il habitait. En fait, il a jamais dit qu'il habitait au 4 boulevard de la Jute, à côté de Merlimont. J'ai une mère qui a une forme d'autisme et qui va répondre et partager dès qu'elle va voir les vidéos. Et commenter comme quoi c'est ma mère. Ça va lui retomber dessus. Pour l'instant, à l'heure actuelle, je préfère la préserver de tout ça. Bah après, tu sais, rien n'empêche de créer un truc où tu partages pas à maman, hein. Tu peux très bien faire un truc exprès où bah maman ne sait jamais le truc. Hein. Oh, tu saisis beaucoup ma mère. Après, ouais, je sais, quand on est autiste, on peut être extrêmement têtu. Borse a planté, Borse est réapparu. Oui, je fais que ça, mais vous inquiétez pas. Je disais que t'avais des volets roses. Mais oui, là, le dernier bouquin que j'ai lu sur la piraterie, c'est
guerre de course en Léon. Ok. En Léon. Sur ces belles paroles, je vous guerre souhaite une de course en Léon de 1689 à 1800. Bonne soirée, Baraton. Super intéressant. Vrai travail historique, c'est limite une thèse que tu lis. Donc il faut s'accrocher. Je le copie en live. Tu peux l'avoir en stock et te le lire un jour. Voilà. Le gars bosse. Concert de Jean-Pierre Irienne à partir de 22€. Ah, c'est sur Amazon, ok. Il décide, ouais. De toute façon, moi, rien que déjà, moi, de mon côté sur Amazon, j'ai plein de bouquins là qu'il faudra que je me commande en donner. C'est beaucoup de trucs autour du grec, notamment, puisque du coup, je pars sur la Grèce antique. Donc. Alors, en Grèce, j'ai eu la chance d'avoir une enseignante qui est Madame Bourkalter. Bonjour, Madame, ça va qui connaissent un peu l'histoire de Troie et compagnie, les fameuses fouilles. Oui. Supposé de Troie. Il y a Arte qui a fait un super documentaire d'ailleurs récemment là sur le sujet. Très sympa. Elle y était. Ouais. Ok. Et j'ai eu la chance de consulter le rapport de Henri Lacoste sur les fouilles de Delphes. Henri Lacoste qui était l'architecte en charge des rapports topographiques des fouilles. Ok. Donc oui. Et voilà. Et j'ai été à l'école française de Rome en visite pendant mes études et discuté avec pas mal d'hellénistes là-dessus. Et pardon, conférence. Vas-y. Je finis juste ma conférence préférée, qui est plus pour le coup gallo-romain. C'est comment faire rentrer un bébé dans une amphore ou les rites funéraires chez les nourrissons gallo-romains. Il y a quelqu'un qui a fait sa thèse sur les rites funéraires du nourrisson dans la Gaule. Il en faut bien, de toute façon, il y a tellement de sujets, il faut faire des thèses de partout. Il y en a qui font bien ça dans des congélateurs. Bon, en tout cas là-dessus, sur ces mêmes paroles, parce que j'aimerais trop continuer, mais faut que je retrouve ma femme, parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, comme du coup elle était absente pendant 17 jours. Oui. Donc voilà, profite un petit peu d'elle. En tout cas, reparlons sur ce sujet-là la semaine prochaine avec grand plaisir, parce que il y a beaucoup, j'aime apprendre des trucs. Le chat aime apprendre des trucs, YouTube aime apprendre des trucs, vous êtes tous contents qu'on apprenne des trucs. Et on peut, si tu veux qu'on fasse un spécial histoire, on peut. Ah mais on peut, de toute façon, généralement les lives du jeudi, c'est des lives plutôt détente où on parle de tout et n'importe quoi, et puis des fois on part sur un sujet plus précis, d'autres moins, ça peut se faire, mais avec grand plaisir, évidemment. Parfois ça dérive sur du caca. Ah ouais. Je me ferais même un grand plaisir d'intervenir sur le Second Empire et le XVIIe siècle. Tu sais qu'à Paris, il y a 2 collines qui sont entièrement de caca. La colline du crack? Putain, ils nous emmerdent avec la colline du crack. Il y a deux collines à Paris qui sont en fait les anciennes de Paris. Ok. Alors je les retrouve. Mais en fait, quand tu nous n'en parlerons pas ici, nous en parlerons la semaine prochaine avec plaisir. Alors, regarde, spoiler, voilà. C'est pour la semaine prochaine, donc si vous voulez être au courant de ce que sont ces 2 collines du caca à Paris, il faut être présent au live la semaine prochaine, jeudi prochain du coup, qui sera le jeudi... c'est le jeudi 19 février. Voilà, jeudi 19 février. J'en profite d'ailleurs pour préciser un truc. Il ne sera pas là. Et ce sera le jeudi d'après. Voilà. Moi, j'ai l'impression que ça fait un peu comme Return of the Moria. Tous les 15 jours, il y a un thème. Tu vois, t'as un truc marouflage, un truc exploration. Sur les lives, t'as une semaine caca, une semaine histoire, une semaine caca, histoire, une semaine. Mais en tout cas, j'aimerais bien faire un live, un Return to the Moria, mais je voudrais m'y remettre. De toute façon, c'est tous les lundis. Nous, quand on est complet, on est complet. Après, c'est en fonction de tout le monde. Tout le monde n'est pas forcément disponible, donc il peut toujours avoir une place. En tout cas, pour ceux qui sont sur YouTube, je vous dis à la prochaine. Petite annonce, d'ailleurs, j'en profite pour dire un petit peu pour tout le monde. Je serai présent au festival Les Geek Legends du côté à Lons-le-Saunier.
Lons-le-Saunier, c'est du côté de Dijon. Donc, de toute façon, je vous ferai une annonce bien comme il faut sur Instagram notamment. Et moi, ça, j'ai passé le voir. Du coup. Ah bah oui, on sera là-bas avec l'association du coup les Peuples d'Arda, avec mon asso. Je serai là-bas, je suis là-bas en tant que guest. Maintenant, ça, après, bon, vu leur organisation, ils ont pas l'air d'être folichons, mais bon. En tout cas, moi, je serai sur le stand de l'association. On sera ensemble là-bas avant tout. Donc, je serai là-bas présent au Geek Legend le 20 et 21. Non, c'est le 21 et 22 septembre du coup. À Lons-le-Saunier, du côté de Dijon, pendant tout le week-end. Et le week-end du 7 et 8 mars, je serai à Yggdrasil, à Lyon, une nouvelle fois, en tant que guest, encore une fois, et présent avec l'association aussi une nouvelle fois. J'ai dit quoi, Cora? C'était février. Pour Lons-le-Saunier, j'ai dit mars, c'est ça? Bah, my bad, du coup, donc c'est le 21 et... Ah, je dis septembre. Ah bah putain, ok, super. mauvais mois. Donc du coup, c'est le week-end du 21 et 22 février. J'allais encore dire septembre. Février, pardon. J'y serai là-bas avec l'association Les Peuples d'Arda. Suivez-nous sur YouTube aussi, Instagram et Facebook. Du coup, le 7 et 8 mars, je serai à Yggdrasil pour le festival qui est sur le thème des dragons et tout. J'aurai une conférence de 16h à 17h le samedi, plus une heure de dédicace juste derrière. Et le dimanche, j'aurai aussi le 7 et 8 mars, j'aurai aussi pas une conférence, mais plutôt un quiz qui aura lieu de 15h à 16h avec une autre séance de dédicace, et je serai en compagnie sur les deux trucs du copain Le Tropper, qui était déjà passé sur la chaîne YouTube et sur cette chaîne Twitch, qu'on avait fait un live discussion une fois en parlant histoire et de trucs un peu divers et variés. Donc si vous connaissez Le Tropper, n'hésitez pas à suivre ce qu'il fait aussi. Alors moi, je suis au Festival de la Coloscopie à Chaumont-en-Vexin. Merci à ma gorge. Du 17 au 19 avril. Et je ferai une conférence sur mêler l'utile à l'agréable, comment mettre un peu de musique classique lorsqu'on met une caméra DV dans l'anus d'un homme. Mais ça reste à confirmer. Ça reste à confirmer. Moi, je fais une conférence sur les pacifistes n'ont pas découvert la Vaseline. Donc voilà, donc on se retrouve jeudi prochain pour un autre live un peu différent. Pour les autres événements, de toute façon, je vais vous faire une petite vidéo un peu plus. Je vais essayer de vous faire une vidéo un peu plus sympa là, au moins en format short, c'est pour YouTube. Je sais pas si je ferai une version longue, j'en sais rien, on verra bien. Comme je faisais avant, où je faisais des vidéos annonces, des trucs. Donc vous verrez bien. De toute façon, je vous ferai des posts officiels incessamment sous peu. En tout cas, surtout pour Lons-le-Saunier parce que ça arrive vite. Ça sera partagé. Donc voilà, sur Lons-le-Saunier, la semaine prochaine, 21-22 septembre, avec l'association Les Peuples d'Arda, donc mon asso, et après le 7 et 8 mars à Yggdrasil, avec l'association aussi, où on aura un gros stand, ce qui est très très cool, 3 mètres de large par 9 mètres de long, ce qui fait très plaisir pour un bon stand. La taille de mes chiottes. Tout à fait, la taille de tes chiottes, surtout avec tes problèmes de caca la semaine dernière, n'est-il pas? Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, allez voir le live de la semaine dernière, c'était n'importe quoi. C'est parti bien en sucette, surtout à la fin. Bref, c'était marrant. Donc voilà. Donc, Oui. Bûche, oui. La bûche. Pour du coup YouTube, des bisous, bonne soirée à vous, à la prochaine. Et pour le Twitch, normalement, je suis censé être en live demain matin. Donc, j'avais mis ça sur le programme. Peut-être que ça risque pas d'avoir lieu. De toute façon, je vous préviendrai demain matin. Si vous voyez qu'il y a un live, écoutez, venez, faites un coucou, tout ça, du boulot pour ceux qui sont au boulot. C'est pas très malin. Et puis voilà, donc bonsoir YouTube, et puis merci à Bors, Diego, Hermagor, John et Tom Chirac, même si certains n'ont pas forcément participé, au moins vous étiez présents. Et puis voilà. Merci à toi. Et puis Nathan qui était passé tout à l'heure aussi. Voilà. Des bisous YouTube.